Hello, hello tout le monde. Bonsoir, bonjour si vous nous écoutez en rediffusion. Bonjour si vous nous écoutez en direct, mais au Québec. Mon nom, c'est Olivia et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Et aujourd'hui, j'ai une joie particulière d'être là avec mon ami Christian Duval. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, vous allez le connaître, vous allez le découvrir. Et c'est quelqu'un qui fait de l'astrologie, mais quand même assez connecté, quoi. Hein? Bonsoir, Christian. Bonsoir Olésia, puis bonsoir à tous ceux et celles que je ne vois pas mais qui sont là. Alors, juste pour un petit retour, là, pour nous dire si tout va bien, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Bonsoir, Véronique, qui nous dit de tout cœur avec vous, toutes et tous, en direct et en replay. Gros bisous, Olésia, et une super conférence avec Christian Duval de tout cœur avec vous deux. Véronique nous dit que tout est OK. Eh bien, je pense qu'on peut attendre encore 2-3 minutes là, avant de commencer, le temps de laisser les gens se connecter un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, Ah oui, oui, il y a Christian? no problème, no problème. Eh oui. Alors, Je vais en profiter pour prendre un livre, tiens, de l'astrologie. et en attendant que tout le monde se connecte, vous pouvez avoir dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les liens pour contacter Christian. Moi, je vais partager mon témoignage avec Christian, que j'ai fait en tout cas, pour commencer, hein, et après je te laisse Ah oui, vas-y. Hein. te lancer. J'ai eu la chance d'avoir comment je peux dire, un thème qui m'a fait un thème astral. Hein, c'est ce qu'il fait. Il fait des thèmes astrales, Christian. Et j'ai eu la chance d'avoir mon thème. Et je peux vous assurer que personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Dans le sens que c'est, comment je pourrais dire, ça me confirme qui je suis, je sais déjà ce qui je suis, mais bien entendu, on ne sait jamais à 100%. Donc, tout ce que je sais, c'est que je vis l'instant présent et à chaque instant présent, j'essaie d'être ce qui je suis et d'écouter mon cœur et d'agir en fonction de ça. Et Christian, il m'a juste confirmé. Mais c'est énorme. Quand je dis juste, c'est pas le bon mot. Le mot juste, je voulais dire dans la justesse. Il m'a confirmé dans la justesse de ce que je suis, de ce que je fais, ce pourquoi je fais. Et je peux vous assurer que ça m'a encore donné plus confiance en moi. Je pense que on peut jamais être sûr de soi. Et en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, ce que tu m'as fait comme thème. Merci beaucoup, Christian. Et voilà, maintenant, je te laisse raconter ce que tu nous as raconté parce qu'aujourd'hui, le thème de la conférence, hein, c'est l'alchimie et rayonnance. Donc, c'est une conférence interactive avec vous et nous, moi et Christian. Et vous avez donc, vous pouvez donc poser des questions, toutes les questions qui vous viennent, vous pouvez les poser, hein, Christian? Et, et on prendra le temps de répondre à vos questions, bien sûr. Et je pense que comme c'est une conférence interactive, on va les prendre au fur et à mesure. Alors, bonsoir Christus et Jean-Luc et Uri Bird. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec Christian et je suis là, bien sûr, Christian. Salut. Alors c'est marrant parce que quand tu m'as parlé de confirmation, dans le temps, je me disais les confirmations, c'est les évêques qui donnaient les confirmations, tu sais. Donc voilà, je me sens bien avec mon mitre. Voilà.
Aujourd'hui, il y a beaucoup, de mots religieux comme ça qui me sont venus, il y avait Ouais. la confession, là tu me parles de la confirmation, là tu me parles de l'évêque. OK, c'est ça, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a beaucoup de mots religieux comme ça qui viennent. Voilà. Donc raconte-nous un petit peu comment ça t'est arrivé, peut-être? Oui, alors voilà. Donc, rebonjour à vous tous et à vous toutes. Alors voilà, ce que je voudrais vous parler ce soir, ce serait donc de ce que je travaille le plus, hein, c'est-à-dire l'astrologie vibratoire, liée à l'ascension. Donc c'est une astrologie qui est basée sur une étude que j'ai faite dans l'alchimie. Donc c'est un condensé d'alchimie, de tarot, d'astrologie, de numérologie, de cabale. Et le plus dur pour moi, ça a été de tout simplifier et de tout mettre aussi dans un livre que je vais vous présenter là, parce que je vais vous en parler ce soir. Hein, voilà. Hein. Bon, ça, les coordonnées, on les trouvera après. Bon, elles sont indiquées. Voilà. Le but, c'est d'expliquer aussi pourquoi j'ai fait ce livre et qu'est-ce qu'on peut y trouver dedans et qu'est-ce que ça nous apporte. Parce que c'est pas le tout de faire un livre, le tout, c'est de faire un ouvrage ou un livre qui sert à quelque chose. Donc voilà, c'est pas uniquement, même si c'est à la fois un livre de chevet, c'est aussi un livre d'études. Au début, c'est un livre qui faisait plus de 800 pages en format A4, donc vous voyez, c'est la grosse Bible, et j'ai été obligé de tout réécrire parce que c'était, pour moi, ça paraissait simple, mais bon, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, au début, comme tout individu, à un moment, je me suis trouvé dans ma vie à un carrefour de ma vie où je ne savais plus trop quoi faire. Je voulais plus faire le métier que je faisais avant, parce qu'avant, j'ai été employé de banque. Puis à ce coup, je ne savais plus. Donc, j'allais voir des astrologues, j'allais voir des voyants pour leur demander qui j'étais. Et puis, j'avais toujours des. Ce qu'ils me disaient, c'était pas très intéressant dans le sens où c'était pas assez profond pour moi. Parce qu'ils me disaient des choses que je savais déjà par rapport à des trucs du quotidien. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir d'où je venais de tout ça. Et un jour, j'ai eu la chance de tomber sur un livre de Dorothée Coquelin-Bismont, qui est une femme qui travaillait avec Edgar Cayce à un moment, et qui a écrit un des premiers ouvrages de livres sur l'astrologie karmique et les vies antérieures et tout ça. Et c'était ça qui m'intéressait surtout. Donc j'ai commencé à étudier ce livre, après j'ai étudié d'autres formes d'astrologie, voilà, et pour découvrir, et c'est là que je me suis aperçu en fait que j'avais des capacités dans ce domaine, parce que j'ai appris comme relativement vite, comme si c'était un truc que j'avais déjà fait. Et c'est vrai que dans mon thème, ça m'indique que c'est un boulot que j'ai déjà fait dans une vie passée, donc je suis revenu continuer le travail, comme la plupart des gens qui viennent actuellement, qui ont déjà un potentiel et qui vient d'autres incarnations. Et après, je me suis dit, bon, l'astrologie, c'est bien, mais il manque quelque chose. Donc, pour ça que je me suis plongé dans les arcanes de l'alchimie, essayer de comprendre. Donc, l'alchimie, c'est quelque chose d'assez hermétique. Hein. Donc, au début, j'ai étudié des cosmogonies, des trucs assez complexes, et fait des tableaux. On peut dire que j'ai gratté pas mal de papier, et j'en avais des piles et des piles et des piles. Et le but, c'était pour moi d'arriver à quelque chose de simple. Donc, j'ai réussi à faire une corrélation entre les signes astrologiques, les 22 arcanes de tarot, plus 6 arcanes supplémentaires qui correspondent aux 28 lettres de l'alphabet hébraïque et qui correspondent aux 28 lettres, aux 28 demeures de la Lune, puisque la Lune fait tous les jours dans le zodiaque un écart de 13 degrés, de 12 degrés 50, et en l'espace de 28 jours, la Lune a fait totalement le tour du zodiaque. Donc, je me suis intéressé par des choses, parce que, par exemple, il y a des gens, des fois, qui me disaient, ouais, mon ascendant, je ne connais pas mon ascendant, etc. et tout. Et moi, j'ai eu la chance, avec tous les éléments que j'avais, de chercher, bon, j'ai cherché beaucoup, j'ai réussi à refaire ce qu'on appelle mon thème de conception. C'est-à-dire, je sais exactement à quel jour, à quelle heure mes parents m'ont fait, et ça, c'est un truc. Hein. Un vendredi 13, remarquez, c'est pas rien. Hein. Hein, donc voilà. Et donc, en étudiant mon thème là, j'ai redécouvert des choses sur moi-même. Et ça m'a permis aussi de voir que, en fait, en astrologie, l'emplacement où est la Lune, au moment où nos parents nous conçoivent, c'est l'endroit où il va y avoir notre ascendant de naissance. Tout est vraiment bien prévu. Et sachez que si vous naissez à 8 mois, à 7 mois, à 6 mois ou autre, peu importe, vous naissez toujours au moment où votre âme est en accord avec le plan, avec, on peut dire, que la roue des étoiles et puis des planètes, à ce moment-là. Donc des fois, comme on ne peut pas toujours naître au bon moment pour avoir
je dirais, tous les paramètres qu'on a besoin pour l'incarnation, ben, on va naître un petit peu avant ou un petit peu après. Il va y avoir toujours un truc. Mais sachez que, contrairement à ce que disent certaines personnes, on est toujours au moment où on doit naître. L'âme maîtrise totalement son incarnation. Heureusement, parce qu'autrement, ce serait un gros chaos. Si notre vie était dépendante des docteurs qui veulent partir en week-end et tout, on n'en sortirait plus. Donc déjà, voilà, ça c'est un point que je voulais signaler. Et donc après, j'ai découvert en alchimie justement que la Lune est un agent alchimique par excellence, puisqu'elle fait le tour du zodiaque en 28 jours, et et tous les mois, elle fait un transit sur nos planètes de naissance. Donc il faut savoir que le thème de naissance représente un potentiel de cette vie et des informations sur nos dernières incarnations importantes, c'est-à-dire ce qu'on a ramené comme bagage dans cette vie à régler, comme potentiel aussi bien positif, hein, des talents, des dons, mais aussi tout le talent, tous les potentiels, ce qu'on appelle les karmas. Hein. Le karma n'étant pas ni une punition, ni un poids à traîner, comme pensent certains. Oh là là, c'est mon karma. Voilà, c'est. Hein. Non, le karma, c'est simplement un programme d'information qu'on a ramené dans nos valises, avec des choses qu'on a vécues dans d'autres vies, des mémoires qu'on a cristallisées, par exemple des émotions qu'on n'a pas réussi à exprimer. Et dans cette vie présente, on dit, ben, mon vieux, tu es revenu avec ça et tu te débrouilles avec. Parce que le corps physique qu'on a dans cette incarnation est régi par la Lune, notamment par l'intermédiaire de la matrice féminine, et est régi, donc contient les mémoires de nos vécus antérieurs. Donc quand on regarde son corps dans la glace et qu'on dit, ce corps, j'en ai pas voulu, il y a une autre petite voix derrière qui dit, eh si, mon pote, c'est toi qui l'as créé. Alors, le jour qu'on se dit, bon sang, des fois on se dit, ah, je me suis pas loupé. Hein, des fois on peut se dire, ah, je me suis pas loupé ce coup-ci. Alors, et c'est sûr que tout dans notre corps va parler, va nous montrer le chemin de notre vie, ne serait-ce que la forme de nos mains. Hein. On a des mains petites, des mains longues, ou des grosses mains patues, bon, ou un corps petit, trapu, un corps musclé, un corps svelte. Tout ça dit pourquoi, en effet. Donc, souvent, on a tendance à lutter. Hein. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai voulu faire beaucoup de sport parce que je voulais être super baraqué, Conan. Voilà, je voulais vraiment Schwarzenegger, là. En fait, j'ai tiré sur des élastiques pendant des années. J'ai fait tout un tas de travail sur moi, physiquement, et je ne prenais pas un gramme de muscle. Et c'est comme ça qu'un jour, je suis tombé sur le livre d'un culturiste qui, lui, travaillait l'auto-hypnose. C'est-à-dire qu'il se mettait en état de méditation, un peu comme la sophrologie, et il s'imaginait, voilà. Et la première expérience que j'ai faite, c'est que je me suis allongé, je suis rentré dans mon corps et je m'amusais à visiter mes organes. Je parlais à mon foie, je parlais à mes poumons, à mes trucs. Et je me suis aperçu qu'en fait, ça répondait. Donc je me suis dit, tiens, il y a un truc intéressant là, quand même, voilà, de travail intérieur. Et c'est après, en étudiant les arcanes de l'alchimie et du tarot, que j'ai réussi à faire toute cette corrélation entre ces choses. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien de mettre ça, disons, au service des autres, parce que je me suis aperçu que les personnes qui me consultent, souvent, il y a des gens qui sont soit empêtrés dans leur mémoire karmique, soit qu'ils ont comment je veux dire, on peut rappeler ça des blessures par rapport à ça, ou ils ont l'impression d'avoir fait mal, que le bon Dieu les a mis là pour les punir parce qu'ils ont fauté, etc. Hein. Le karma a une connotation un peu négative. Alors sachez que le karma, c'est en fait en relation avec l'Ancien Testament, hein, la loi du talion, hein, œil pour œil, dent pour dent. Il y a une époque, l'humanité vivait le karma, c'est-à-dire qu'à chaque incarnation, on venait subir ce qu'on avait fait subir aux autres. Et puis on s'est enfermé comme ça, de vie en vie, dans des incarnations. Hein, ça a commencé déjà avec l'Égypte, après ça s'est manifesté, ça a été justement à l'époque de Moïse et tout ça, où il y a eu cette installation de la loi du karma, donc avec une espèce de souffrance. Et comme ce peuple-là où est né Jésus, justement, il y a un peuple qui était bien enfermé dans des dogmes, il a fallu que Jésus vienne dans ce peuple pour apporter un message, pour dire, hé les gars, maintenant, on peut pardonner. Donc, tout l'enseignement de Jésus a été un passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Nouveau Testament, c'est capacité de pardonner, capacité d'oublier. On n'est pas obligé de revivre toutes les problématiques qu'on a vécues dans d'autres vies, de souffrir, parce que plus on essayait de sortir du karma, plus on s'y enfermait. Par exemple, si dans une vie vous n'êtes pas sympa avec vos enfants, que vous êtes un peu tyran, vous allez attirer dans la vie suivante un père tyran qui va vous tyranniser. Et vous allez reproduire le schéma avec vos enfants et vous n'en sortez jamais. Hein. C'est un petit peu le cercle vicieux.
Tandis que là, on disait: «Oui, mais il y a un moment, on peut prendre du recul et se dire: "Ah bah tiens, j'ai plus envie de vivre ça. J'ai envie de moi j'ai envie de pardonner", et cetera. Donc le pardon, c'est un outil extraordinaire qui nous a été donné par Jésus, un outil qui n'est pas toujours bien compris, parce que le pardon, ne suffit pas au niveau du mental, hein, il faut que ça soit ressenti dans les cellules, hein. Quand on pardonne à quelqu'un, quand on le rencontre après, on doit vraiment, au moment du contact avec la personne, c'est là qu'on voit si on a pardonné ou pas. Et souvent, on dit: «Oh, j'ai pardonné», puis quand on voit la personne, on sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit: «Bah non, tu as pas pardonné parce que tu as envie de lui foutre une claque, hein». Voilà, un truc comme ça, voilà. Et en fait, toutes les toutes les blessures, toutes les cicatrices émotionnelles qu'on a vécues dans d'autres vies par rapport à des schémas, bah, dans cette vie présente, vont être réactivées. C'est-à-dire, ça fait partie de notre inconscient et notre inconscient va réactiver. Donc la Lune, par son transit, va provoquer des événements dans notre vie pour nous permettre de rencontrer des situations, des gens qui vont nous montrer, qui vont nous mettre face à face avec nos propres problématiques. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, par exemple, si vous avez en vous une blessure émotionnelle par rapport à cette vie ou une vie passée qui est liée à quelque chose, vous allez rencontrer quelqu'un qui, sans le faire exprès, hein, sans mauvaise intention, va vous dire quelque chose qui va réveiller la blessure émotionnelle. D'un seul coup, vous allez se dire: «Ah, voilà, cette personne vous a dit ça». Par exemple, je vais citer un exemple, une personne, une fois qui avait vécu comment je veux dire, on peut dire une inhibition avec son père. Elle avait un père très tyrannique, qui la bloquait, qui l'empêchait de sortir, enfin un père très contraignant, très dur. Donc quelque part, elle avait une difficulté à s'exprimer, hein, vis-à-vis des hommes. Dans sa vie, elle a rencontré, après elle s'est mariée, elle a quitté son père, elle a rencontré des hommes identiques. Sans arrêt, elle a rencontré des hommes et un jour, elle me dit: «Mais je comprends pas, sur la terre, je rencontre que des hommes tyranniques, dominateurs, et cetera». Elle dit: «Moi, je voudrais un homme gentil, et cetera», tout ça. Ben non. Et en fait, donc une fois, elle a rencontré une personne et à chaque fois qu'un de ces hommes se manifestait ou disait quelque chose, ça lui rappelait son traumatisme avec son père. Elle se disait, donc ça cristallisait l'information que son père, lui avait mis en elle, dans le sens où, voilà, avec toutes ces inhibitions. Alors, à un moment, elle se posait la question et naturellement, elle en voulait aux gens qui réveillaient ces cicatrices. Alors que moi, je lui ai dit: «Quand tu rencontres une personne qui te réveille une cicatrice comme ça, une douleur, c'est parce qu'elle te montre en fait que la blessure n'est pas guérie en toi». Et en fait, cette femme, elle devait faire un travail de pardon et en fait, elle se posait la question après: «Oui, mais comment faire avec les hommes?» Et qu'en fait, tant qu'elle subissait, tant qu'elle rencontrait des hommes dont elle avait l'impression que ces hommes étaient dominateurs, en fait, ils n'étaient pas dominateurs. C'est elle qui, par son comportement, sans s'en rendre compte, hein, inconsciemment, les obligeait à jouer ce rôle. Donc ils jouaient le rôle. Donc, et pourquoi ils étaient là? Parce que juste, je lui ai dit, tu peux t'en débarrasser le jour où, quand tu vas te retrouver face à un homme qui va vouloir te dominer, ou tu vas dans une situation où tu diras, bon, c'est fini mon coco, maintenant, moi, je suis adulte, ce que tu me dis, ça ne m'intéresse pas. Le jour où tu t'affirmeras face à un homme, doucement, simplement, mais tu t'affirmeras, tu rencontreras plus d'hommes dominateurs. Et c'est ce qui permet de nettoyer. Donc, à chaque fois qu'on a quelque chose en nous qui n'est pas nettoyé, hein, c'est le principe de l'alchimie, automatiquement, on rencontre des situations miroirs à l'extérieur qui nous obligent à le faire. Et quand on n'a pas réglé le problème, puisque la Lune fait le tour du zodiaque tous les mois, bah, tous les mois, les problèmes sont résurgents, c'est-à-dire des fois, on revit sans arrêt en boucle les mêmes problèmes, tant qu'on ne les a pas réglés. Mais ce n'est pas pour notre mal, c'est pour nous dire: «Hey, t'as vu Coco, tu as encore ce truc à régler, donc ce coup-ci, voilà». Donc dès l'instant qu'on est en situation, comment régler le problème, on peut dire le problème qu'on peut avoir, que ce soit la blessure émotionnelle ou autre. On ne peut la régler qu'au moment de l'action, c'est ce qu'on appelle le présent, dans le présent. C'est-à-dire au moment où une personne me dit quelque chose qui va me toucher dans mon amour-propre, dans mon ego par exemple, ben c'est à ce moment-là que je vais soit réagir par rapport à des vieilles mémoires, hein, parce que ah, ça me rappelle ce que papa m'a dit, etc. Soit je vais agir, c'est-à-dire je vais être conscient et je vais dire non. Donc je ne vais plus être dans la réaction. Réaction, ça vient du passé, hein. Et tandis que là, je vais être dans une action. Donc je vais dire bon ben voilà, tu m'as dit quelque chose. Alors le but après, c'est d'arriver, vous savez, quand on parle des offenses, hein,
pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est très difficile des fois de pardonner à des gens. Hein. Mais le tout, c'est d'arriver un jour, et ça c'est le summum, c'est le travail alchimique à faire, arriver un jour à ne plus être offensé par quoi que ce soit. Parce que les offenses, elles ne touchent que notre amour-propre. L'amour-propre, c'est l'ego. Donc, alors, arriver un jour, vous voyez, où on peut vous dire ce que vous voulez, ce qu'on veut sur vous, hein, on peut vous dire n'importe quoi, il n'y a plus rien qui vous perturbe. Ça, c'est le pied. Hein. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pour là-dessus. Donc, je dis, bon, voilà. Alors, des fois, naturellement, moi, j'ai mis des intentions dans ma vie. Et à chaque fois qu'une personne va dire quelque chose qui peut me blesser, hop, j'observe et je me dis, ah, bah non, tiens, ça ne fait pas partie de ce que j'ai voulu, de ce que je veux. Donc, je revois, je renvoie, je ne veux pas. Donc, voilà. Donc, alors, vous voyez, dans un thème astrologique, vous avez le soleil. En alchimie, vous avez ce qu'on appelle la pierre philosophale, ou l'or philosophal. Alors, l'or philosophal, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est une substance éthérée, voilà, qui permet de transmuter toute chose en or. Imaginez si vous avez un peu de poudre philosophale chez vous, vous jetez de l'or, vous jetez ça, hop, vous transformez tout, votre nourriture et tout en or. Bon, ça peut être un peu indigeste, hein, mais c'est comme ça, hein, cette capacité de tout transformer. Un être comme Jésus a été une pierre philosophale incarnée. Tout ce qui rentre en contact avec son aura, qui portait des vibrations auriques d'or, était transmuté. Les gens, ils passaient à côté de Jésus, d'un seul coup, ils recevaient une information, une nouvelle information qui leur permettait de changer les paradigmes qu'ils avaient en eux. Donc la pierre philosophale est un élément qui transmute le corps cellulaire depuis la dualité, donc de l'inconscient, vers le conscient, et qui déclenche l'ascension vers le corps cristal et le supraconscient. Donc ça, c'est le travail à faire en nous. Et le soleil, dans votre thème zodiacal, c'est la position de votre signe astrologique de naissance qui détermine quel genre d'essence va vous transmuter vous. La Lune, elle, est en relation avec l'ascendant. Quel que soit votre ascendant, qu'il soit Sagittaire, Capricorne, Vierge, Gémeaux, c'est quand même la Lune qui est génératrice de l'ascendant, puisque l'ascendant représente la personnalité. La personnalité générée par les mémoires de l'inconscient. Donc elle représente la trame héréditaire, le karma génétique. C'est l'argent philosophal, le corps carbone à transmuter. Vous savez que le corps, quand il se crée, au niveau astrologique, vous avez la Lune qui déverse les fluides à l'intérieur du placenta de votre mère, hein, et selon vos vibrations astrologiques, Saturne, la planète Saturne, va ralentir les fluides lunaires et conceptualiser le corps et donner la forme aux os, à la peau, enfin disons qu'à la forme physique du corps, qui fait que vous allez avoir un corps petit, grand, bronzé, frisé ou pas. Hein. Donc c'est vraiment un travail alchimique qui se passe pendant 9, normalement c'était pas 9 mois à l'origine, c'était 9 fois 28 jours, parce que dans la tradition ancienne, les mois étaient de 28 jours. 9 fois 28 jours, ça suffit pour une grossesse, parce que le nombre 9 est le nombre de l'accomplissement. On vit actuellement une période qu'on entre, on dit, dans l'ère du Verseau. Alors, il faut savoir que les fluides célestiels qui proviennent du grand chaudron zodiacal, c'est les zodiaques, les constellations qui sont au sein des étoiles, régies par Isis, qui est la mère des mondes, et 12 Elohim. Donc, ces énergies-là descendent pour la transmutation ascensionnelle. Alors, imaginez une mère divine qui est placée là dans la Voie lactée et qui nous déverse de l'eau. Mais de l'eau, de l'information, de l'eau célestielle qui contient toutes les informations pour nous permettre de nous libérer, de nous purifier. Donc chacun les reçoit au niveau de la couronne, on reçoit ça ici par la couronne, et ça pénètre ici par le point dit la fontanelle. Ce point fontanelle est un point qui est lié au thymus et qui apporte une rayonnance. Le thymus est un centre de rayonnance de notre corps christique. Donc vous voyez, vous recevez l'énergie là, puis vous avez votre corps qui se met à, voilà, votre aura qui se dynamise. C'est en relation avec notre 9e corps. Ce centre du thymus est lié au subconscient. Le subconscient, c'est le domaine de l'enfant intérieur, qui régit tout le système immunitaire via cette glande. Lorsque l'enfant intérieur est libéré de l'empreinte du passé, donc de l'inconscient, il va se reconnecter au conscient qui est lui-même connecté au supraconscient, et ça va déclencher un processus de transformation. Dès qu'on manifeste de la joie, la réjouissance,
le système immunitaire s'active à nouveau. Donc déjà, si vous avez un système immunitaire déficient, sachez que c'est lié à un manque de joie, parce que votre enfant intérieur n'est pas libéré. Plus vous libérez votre enfant intérieur, plus il y a la joie qui se manifeste, plus votre corps éthérique va se dynamiser et va, comment je veux dire, développer le système immunitaire. Donc c'est quand même un truc intéressant, parce que le thymus est une glande qui fonctionne à plein régime jusqu'à l'âge de 7 ans, et à l'âge de 7 ans, cette glande, elle commence à s'atrophier. Jusqu'à 7 ans, on est en connexion directe avec notre mère au niveau télépathique, et à partir de 7 ans, la glande, elle s'atrophie, et c'est dommage parce qu'elle devrait fonctionner à fond toute la vie. Et si elle fonctionne à fond toute la vie, nous pourrions vivre dans des corps qui ne vieillissent pas. Vous pouvez avoir 70 ans, 80 ans, 100 ans, 200 ans, toujours un corps jeune. Hein. Pas besoin de se balader avec des cannes, des machins, des déambulateurs et tout ça, les dents qui tombent, enfin, vous voyez tout le truc, quoi. Hein, c'est le principe même de l'alchimie. Là, c'est même pas la vie immortelle qui nous intéresse, c'est la jeunesse éternelle. Parce qu'imaginez si on était immortel, mais qu'on vieillisse, au bout d'un moment, ce serait sur la Terre, il n'y aurait plus que des vieux ratatinés. Hein. Voilà, voilà. Donc l'énergie qu'on reçoit d'en haut, c'est capté par l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, qui est l'hémisphère féminin, qui est lié à la planète Uranus, et justement la planète du Verseau, qui représente le Christ cosmique. Hein. C'est une grande gamelle d'eau pure qui nous déverse, voilà, qu'on nous déverse. Hein, voilà. Hein, c'est pour ça qu'on appelle le verseur d'eau, qui révèle l'élixir de la vie éternelle et de jeunesse. Et une fois qu'on a reçu par le cerveau droit, c'est transféré au cerveau gauche, le cerveau rationnel, qui lui va envoyer des informations aux muscles, au cœur, pour déclencher les actions. Seulement, entre le droit et le gauche, on a ici le corps qui a le corps intellect. Et le corps intellect, à un moment, il fonctionnait avec le troisième œil. On avait cette vision. À l'époque, on fonctionnait avec le troisième œil. Le troisième œil, c'est une vision, c'est un centre de création. Hein. Tout ce qu'on voit par le troisième œil devient notre réalité, mais il a été inversé par des processus. Si bien que nous, on a l'impression que dans notre vie, on doit se conforter au monde extérieur. On dit le monde extérieur, il est comme ça, avec ses lois, avec ses règles. Ce que tu vois, c'est la réalité. Et toi, tu dois te conformer à ces règles. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Le monde extérieur est le reflet de ce qu'on pense qu'il est. Donc, tant que l'intellect reste sous influence de notre ego et de notre personnalité, qui est le tyran en nous, hein, c'est l'œil du Seigneur des Anneaux. Hein. Si vous connaissez le film Le Seigneur des Anneaux, c'est fabuleux. Vous voyez, Sauron, hein, c'est Saturne qui nous enferme. Saturne, c'est une planète qui nous a enfermés dans la densité. Hein. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On pense qu'il faut ajuster nos idées, nos actions, nos croyances au monde extérieur. Hein. On se sent alors limité, on se sent prisonnier d'un monde limité, et naturellement, il faut se conformer à tout. Alors que quand on prend conscience que le monde extérieur est le reflet de notre intériorité, tout change, parce qu'on se dit, mais alors, si je change ma pensée, si je change ma vision, ma vie va changer, le monde va changer. Et il faut savoir une chose, c'est que au niveau quantique, on pense, par exemple, on a pensé pendant longtemps qu'est-ce que j'allais dire là? Tiens, ça y est, pof, il y a un truc. Oui, qu'il y avait un seul monde, figé, par exemple, un univers, un système solaire ou un univers unique avec plein d'êtres dedans, et qu'en fait, c'est complètement faux, parce qu'il y a autant de systèmes, il y a autant d'univers que d'êtres humains qui vont y penser. C'est-à-dire, moi, j'ai ma vision de l'univers, hein, avec les planètes, les étoiles, les galaxies, ma vision à moi. Et c'est mon univers. Et dans mon univers, je fais rentrer des gens. Par exemple, le jour où j'ai rencontré Olésia, Olésia, elle est rentrée dans mon univers. Avant ça, elle n'existait pas. Donc, Olésia, tu existes dans mon univers comme je te perçois. Et d'autres personnes vont te percevoir autrement. Il y en a, ils vont dire, oh, elle est super gentille. D'autres, ils disent, oh là là, qu'est-ce qu'elle est pénible. Enfin, tu vois, voilà, tout ça. Hein, il y a tout ce truc. Donc, plus tu es connu, plus il y a de gens qui te connaissent dans leur univers, et donc on est multidimensionnel. Moi, j'existe dans tous les univers des gens qui me connaissent, et réciproquement. Donc, tant qu'il y a des gens que je ne connais pas, ils n'existent pas dans mon univers. Ils sont en potentiel, mais ils n'ont pas été reconnus par moi, donc ils n'existent pas. Et après, quand on fait rentrer quelqu'un dans son univers, dans sa vision, le tout, c'est de faire rentrer les gens qui vont nous apporter, comment je vais dire, du bien-être avec lequel on peut partager. Donc, l'idéal, c'est de ne pas laisser rentrer les indésirables, parce que malheureusement, il y en a. Hein.
Donc c'est pour ça qu'on retrouve là l'importance de ce qu'on appelle le nombre 8, hein, vous savez, le nombre du karma. Vous voyez, le 8, c'est un double zéro. Hein. Le 8, c'est ce qui est à l'extérieur, hein, visible, et comme ce qui est à l'intérieur, caché. C'est la même chose. Vous voyez, c'est vraiment ce processus qu'on appelle l'infini. Donc quand on a compris que le 8, c'est ça le nombre du karma, c'est un effet miroir. Donc on peut dire qu'en astrologie, alchimie telle que j'utilise, la justice, l'arcane de la justice, qui est l'arcane 8, la justice est traduite sous un autre mot, l'harmonie. Donc vous voyez, l'harmonie parfaite, c'est-à-dire chacun récolte les fruits des semences et des idées qu'il sème. Chacun crée en lui un Seigneur des Anneaux, un tyran ou un bon samaritain qui va régir sa vie. Donc nous, on a plein de personnages. On a notamment ce gardien du seuil qui, lui, détermine, par exemple, ça c'est bien, ça c'est pas mal, ça je peux le manger, ça je peux pas le manger, ça je peux le faire. Tous les tabous, les croyances qu'on a, il enregistre tout et notre vie devient la résultante de ça. C'est pour ça que le travail alchimique consiste à un moment à descendre et à se retrouver face à ce tyran et lui dire, bon, c'est fini, Coco, moi je vais changer les lois maintenant, c'est moi le chef, toi tu m'obéis. Donc on peut changer nos façons de faire, nos façons de voir. C'est tout le travail spirituel, thérapeutique qu'on fait actuellement à modifier les mémoires. L'intellect régi par l'ego nous maintient dans l'illusion. L'ego, hein, c'est comme un seigneur médiéval bien installé dans son château, il a peur, il ne veut pas changer d'idée, il ne veut surtout pas inviter des gens, parce qu'il ne croit que ce qu'il voit. Et l'ego, il rejette tout l'invisible et l'irrationnel, parce que lui, l'ego, il fonctionne que par le passé. Alors, tant que l'intellect reste sous la gouverne de l'ego, notre vision est faussée, floue, imprécise. Nous attendons des miracles de l'extérieur et nous projetons la responsabilité de nos manques et de nos problèmes sur les autres. C'est la faute à papa, c'est la faute à maman, c'est la faute au système, c'est la faute des femmes, c'est la faute des hommes, c'est la faute du climat, c'est la faute des manipulateurs, et nous perdons ainsi tout pouvoir de changer les choses. Nous entrons dans un processus inconscient de victimisation. C'est toujours l'autre le méchant. Celui qui vous dit une parole qui réveille en vous une blessure ancienne non cicatrisée vous apparaît comme le méchant loup, celui qui vous veut du mal, alors qu'en fait, il n'avait aucune mauvaise intention. Hein, ça vous arrive des fois dans les relations. Vous dites quelque chose à quelqu'un sans mauvaise intention, puis à ce coup, il prend mal. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, tu m'as mal compris. Mais ça réveille une blessure, et alors à partir de là, ça y est, c'est voilà. Tant qu'on fonctionne ainsi, rien ne s'améliore. Les eaux nouvelles porteuses d'informations célestielles qu'on reçoit, les énergies christiques, sont rejetées par le mental et stockées dans les oubliettes de la forteresse de l'ego. Vous voyez ? Je reçois une nouvelle information pour donner quelque chose de bien, et puis on ne l'utilise pas. Quand on se trouve confronté à une problématique, on cherche la réponse dans la mémoire du cerveau gauche. On dit je réfléchis. Hein, la matière grise, c'est notre Gollum à nous, c'est notre petit gris intérieur qui nous donne toujours des réponses préprogrammées provenant du passé, d'un vécu antérieur, de ce qu'on a appris à l'école, des croyances religieuses, des croyances sociales, de l'identification à nos statuts humains actuels. Par exemple, je suis immigré, je suis pauvre, je suis noir, je suis juif, je suis ceci, je suis cela, je suis petit, hein, je suis une pauvre petite âme qui est en recherche de Dieu, voilà, tout ça. Ces identifications, tout ça. Et ces réponses ne nous apportent jamais la solution. Tout ce qui vient du cerveau gauche, c'est du mensonge. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont plus adaptées. C'est comme dans un ordinateur. Si le logiciel n'est pas mis à jour, rien ne fonctionne. Vous voyez, on vit des problématiques dans cette vie là actuelle, dans cette vie présente. On va chercher la réponse dans le passé. Et ça ne peut pas fonctionner parce que c'était valable dans le passé. Par exemple, une réponse qui était valable quand on avait 6 ans n'est plus valable aujourd'hui. Quand j'avais 6 ans, si j'avais un père tyrannique, que je dise « Oui, papa, je t'écoute », maintenant que j'ai plus de 6 ans maintenant, moi quand même, hein, maintenant que j'ai plus de 60 ans, eh ben, si je me retrouve face à un personnage qui me rappelle mon père qui me dit la même chose, j'ai dit « Oh là là, attends, c'est fini le petit bébé ». Voilà, je ne réagis plus comme ça. Autrement, on reste dans le passé. On vit alors une nouvelle vie, c'est-à-dire la vie présente, avec des programmes et des réponses qui proviennent d'une autre strate d'espace-temps. Vous savez qu'on peut réagir dans cette vie présente comme on réagissait dans une autre incarnation, dans une autre strate de temps. Complètement différent. Donc si on était religieuse dans une autre vie, puis que toute la journée, il fallait dire béni oui, oui, amen, dans cette vie présente,
On va être peut-être un homme qui travaille dans l'entreprise, on va être toujours oui, oui, béni, oui, oui, amen, toujours. Parce qu'on va être dans le même fonctionnement. Et à un moment, il faut dire ça. Voilà. Par exemple, si dans une vie antérieure, on a prêté serment de chasteté et de pauvreté. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai fait, ça. Ben, dans cette vie présente, ben, à chaque coup que je voulais la richesse, ça venait pas. Et à chaque fois que j'avais des relations physiques, je me culpabilisais. Ah, c'est pas bien, etc. Et tout ça. Mais le truc, hein, et ça, c'est des mémoires. Alors un jour, moi, j'ai été, voilà, j'étais à visiter un mémoire, puis j'ai dit bon, le serment de chasteté et de pauvreté, c'est fini, hein, il est plus valable. J'ai dit, je suis le contrat. Hein. Alors que quand on se pose une question, l'univers nous envoie une réponse immédiate par l'intuition, mais elle est occultée par le mental. Tant qu'on fonctionne avec le passé, nous vivons décalés dans le temps, on est enfermé dans des boucles temporelles répétitives. Et c'est ce qui peut nous arriver, par exemple, dans des traditions. Vous voyez, par exemple, on peut avoir été druide ou sorcière dans une vie antérieure, par exemple, puis dans cette vie présente, on va reconnecter cette mémoire, on va aller vivre dans la forêt de Brocéliande, on va s'habiller comme au Moyen-Âge, et puis on va faire des trucs, des sabbats, des trucs, et on va croire qu'on vit notre trip, et en fait, on est enfermé dans une boucle du temps. Et ça, moi, j'en ai rencontré des gens comme ça qui s'enfermaient. Alors, naturellement, les gens, alors, ça n'empêche pas que la personne peut avoir des talents de guérisseuse, mais les gens du XXe siècle, quand ils vont voir une personne guérisseuse comme ça, qui avec son balai et puis ses machins, ils se barrent en courant, parce que ça leur fait peur. Moi, je sais que j'étais comme ça à un moment où j'avais un endroit où je recevais les gens, j'avais plein de photos, un peu machin, j'avais voilà, des crânes de cristal, des machins un peu magiciens. Les gens, ils rentraient là, ils avaient l'impression de rentrer dans un athanor de sorciers, donc ils se barraient. Hein. Si je veux des clients, il faut que j'enlève tout ça. Quoi. Voilà. Voilà. Dès qu'on se pose une question et qu'on réfléchit, on entre dans le processus de l'effet miroir. La réflexion du miroir. Hein, donc voilà, c'est ce que je disais par rapport à la truc physique tout à l'heure. Seul un travail sur soi peut régler le problème. Oser se voir en face. Or, le thème astrologique, hein, tel que je le fais moi aussi, et puis tel que moi j'ai déjà fait pour moi la première fois, c'est révélateur de nos vertus. Ah, j'ai des qualités, nanani, mais j'ai aussi des défauts. Voilà. Hein. Alors après, il faut voir que même les chemins de vie, voyez en numérologie, par exemple, on dit ah, vous avez un chemin de vie 7 ou un chemin de vie 6. Il y en a qui disent ah, j'ai tel chemin de vie. Oui, mais le chemin de vie, c'est un potentiel à vivre. Les qualités qui sont inscrites dans notre thème astrologique sont des potentiels à vivre. Ce n'est pas nécessairement des choses acquises encore. Rien n'est acquis que par l'expérience. Voilà. Donc, il faut être humble hein, quand on regarde son thème, accepter de s'être trompé, même d'avoir été manipulé, parce que savoir qu'il y a une partie de nous qui a dit oui à un moment pour être manipulé. Le rôle de l'intellect est de servir d'interface à l'esprit, au soi. Donc le soi envoie des informations vibrales, hein, c'est des vibrations, par les ondes lumineuses, les ultrasons. Le cerveau droit les reçoit, les transmet au cerveau gauche, qui va les transformer en images, et il envoie une impulsion aux muscles du cœur, et aux muscles et au cœur. Et il envoie aussi une image qui va susciter une émotion. Quand l'intellect est voilé par les vieilles mémoires de l'ego, on ne voit pas clair. Quand on est voilé, on ne voit pas clair. Hein, voilà. On réagit plus qu'on agit, on réagit comme avant à partir de nos vieux schémas. L'intellect régit le corps mental, qui est l'aspect père céleste de notre conscience, et celui-ci impulse le corps astral, émotionnel, qui est l'aspect mère réceptif animal. Ainsi, chaque pensée génère une image qui déclenche une réaction émotionnelle, qui active un processus hormonal, qui va créer la joie, la tristesse, la douleur, la souffrance, etc., et qui modifie notre encodage ADN jusqu'au cœur même de la cellule. Cette modification se transmet au corps éthérique, qui est le corps de notre enfant intérieur. Le corps éthérique, vous savez, c'est le placenta de notre renaissance. Et le corps physique se modèle selon ses impressions. Donc dès qu'on reçoit une information pas agréable, par exemple, par exemple la maladie, on va parler de la grippe, par exemple. Voilà. Je pense à la grippe. J'ai une image de la grippe, je vais commencer, par exemple, à me sentir un petit peu fiévreux. Ça va générer une émotion en moi, je vais ressentir un peu les symptômes. Et je vais dire, oh là là, j'ai dû choper la grippe. Je vais accepter l'information, elle va descendre dans mon corps éthérique et mon corps va la manifester dans le corps physique. Comme si j'allais dire à mon corps, tu sais, j'ai envie d'attraper la grippe. À chaque fois qu'on dit je suis, tout ce qu'on pense derrière devient de réalité. Et je suis, c'est quoi? C'est la conjugaison du verbe être au présent.
Et je suis, personne ne peut le dire à votre place. Donc, vous voyez, quand on rencontre quelqu'un qui est porteur du virus de la grippe, si l'autre, il va vous dire, voilà, si on pense qu'on peut attraper la grippe, on va accepter l'information, on va la vivre, on aura la grippe et puis on va dire en rentrant chez soi, oh, j'ai rencontré machin, il m'a refilé sa grippe. Et non, parce que vous avez la grippe, mais lui, il l'a encore. Donc ça prouve bien que c'est une transmission. Voilà. Hein. Donc, tant que les corps intermédiaires, le corps mental, astral, vital, sont engorgés des scores élémentaires, le corps ne peut changer. Il vieillit, et l'enfant intérieur, ne pouvant agir, déclenche des sensations de douleur qui créent des douleurs. Hein, les douleurs, hein, c'est les illusions qu'on se fait. Voilà. Tant que l'eau pure, immaculée, provenant de la source, ne peut pas circuler librement dans tous les corps, la pestilence s'installe, les problèmes de santé, les cancers ou les maladies moins graves, mais aussi les cancers, le sida, toutes ces maladies-là, cela commence toujours par des petits problèmes qui, si on y prend garde, vont s'amplifier. Parce que l'enfant intérieur, quand il connaît le programme de notre âme, si on ne lui donne pas la possibilité de s'exprimer, de réaliser ce pourquoi on est venu, il va commencer à tout saper. Et il faut savoir que un enfant intérieur fâché peut détruire un corps. Il peut créer une maladie grave, mortelle, qui fait que, puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Parce que l'enfant intérieur, il dit, j'ai un corps, il ne me sert à rien, il ne veut pas faire ce que je veux, donc je vais le détruire. Voilà. Hein, vous avez vu, quand un enfant il est énervé, hein, il fait un peu la même chose. Hein. Donc, quand l'énergie circule librement, quand l'eau rédemptrice nettoie les canaux et s'écoule en chantant à travers nos cellules, alors tout rentre dans l'ordre. La vie devient magique. Alors, il faut savoir que le corps est lié à l'inconscient et au monde animal. Nous sommes des esprits qui sommes rentrés dans des corps animaux. Dans la Bible, on parle de la peau de bête. Hein. Le corps a ses propres mémoires instinctives animales. Et ça, c'est très important à comprendre. Il n'obéit pas à notre conscience. Hein. Le corps n'obéit pas à notre conscience. C'est pour ça qu'on se dit, tiens, voilà, quand on a une maladie et tout, on dit je veux guérir ou je suis. On a beau penser toute la journée, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'obéit pas à la conscience, le corps. Il a sa conscience propre. Il a ses propres raisons d'exister et lui, son seul truc, c'est qu'il veut continuer à exister. Quand on veut changer d'alimentation, par exemple, il faut traiter le corps comme on traiterait un animal sauvage que l'on veut adopter. Il faut être doux, patient, lui montrer qu'on l'aime. Il ne faut pas lui donner des trucs à coups de matraque. Si on va trop vite, qu'on lui impose des frustrations, j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai vécu le truc. Hein, voilà. Si on veut changer de régime, des contraintes, on fait des jeûnes forcés, le corps réagit. Il a peur, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il ne me donne plus à manger, qu'est-ce qu'il me donne? Du soja? Oh, mais moi j'avais l'habitude de manger du poulet. Vous voyez, le corps, il a ses habitudes et on le dérange. Si on le prive de nourriture pendant un temps, il enregistre l'information et dès qu'on mange à nouveau, il stocke la nourriture sous forme de réserve graisseuse car il a peur de manquer. Il fait des réserves comme nous quand on va au supermarché. Hein. Donc, vous voyez, par exemple, plus on fait de régime, ça c'est valable surtout pour les femmes, mais les hommes aussi, plus on fait de régime, plus notre corps s'habitue à se nourrir de peu de choses, et dès qu'on remange, il stocke tout parce qu'il se dit, ah la dernière fois, je suis resté 3 semaines sans manger, je vais stocker un peu la nourriture, comme ça, j'en manquerai pas. Et c'est comme ça pour ça que tous les régimes, la plupart du temps, ça nous déséquilibre. Tant que notre conscience reste sous influence de l'inconscient, donc le moi-je lunaire, on ne peut rien changer. Plus on fait de régime, plus on prend de poids. Plus on oblige le corps, plus il rechigne. On a beau manger bio et sain, ça ne suffit pas. Tous les corps subtils sont en osmose vibratoire avec le corps physique. Si le corps physique se nourrit d'aliments solides ou liquides, le corps vital a besoin de sensations. Donc la nourriture, par exemple, doit être bonne, hein, les goûts, hein, toucher, odorat, goût, la vision aussi, hein, voilà. Le corps astral se nourrit de belles émotions, donc un cadre agréable, une agréable compagnie. Le corps mental de belles idées, partage de connaissances. Seul cela permet la transmutation. Donc quand vous prenez un bon repas, qui est très bien préparé, qui est beau, qui sent bon, qui est bon à manger, avec des gens sympathiques et vous exprimez des belles émotions, vous êtes en époque de transmutation alchimique. Ça vaut le coup, hein. Voilà, c'est de joie de vivre, de partager, c'est le meilleur moyen. Alors que si vous êtes là devant un bol de céréales, voilà, sans pouvoir parler avec des gens un peu comme dans le temps dans les monastères, c'est sûr que vous ne pouvez pas vous transmuter parce que votre corps, il dit, oh, non, la vie, c'est triste. Hein. Voilà.
Hein. Celui qui jeûne en souffrant, en nourrissant des états psychiques de manque, hein, il se prive, il a envie de manger, mais il dit non, il ne faut pas que je mange parce qu'il faut que je fasse le régime, ben, ça fait de la dépression, il fait du mal à tous ses corps. Il ferait mieux de manger et de se réjouir. L'enfant intérieur, donc, est la partie de nous qui connaît les plans et les rêves de notre âme. Il en est le garant, celui qui peut les réaliser, celui qui peut, à partir du corps vital, reconstruire notre corps avec les os venant d'en haut. Notre corps éthérique, il est construit avec les os de la matrice. Dès qu'on est en contact avec l'énergie de la source, on est en contact avec des os vitales, c'est-à-dire des os qui sont adombrés par l'énergie Christ. Et notre corps peut se reconstruire autrement. Donc on peut dire que, et c'est ça le principe de l'alchimie, à n'importe quel âge, on peut rajeunir, et regarder la plupart du temps, quand on a de la joie de vivre, quand on fait ce qu'on aime, et ça, bah même si notre corps physique extérieurement vieillit, parce qu'on est encore dans un processus en ce moment de passage, ben, on se rend compte qu'il y a des gens à 80 ans, 80 ans, 90 ans qui sont encore jeunes. C'est ce qu'on voit avec certains acteurs, hein, certains chanteurs. Il y a des gens, ils sont jusqu'à 95 ans, et puis ils sont pleins d'énergie, pleins de dynamisme. Déjà, c'est déjà un début de transmutation. Tant qu'il y a des stress, des peurs, des contraintes, des rejets, on pollue le corps. On peut répéter toute la journée des affirmations. Je suis beau, je suis sain, je suis en bonne santé. Rien n'y fait. Cela nous maintient en état hypnotique qui ne change rien. Le corps obéit toujours aux mémoires cellulaires cristallisées par les idées, les émotions, les sensations. Alors, seule une nouvelle empreinte émotionnelle peut changer le processus. Il faut que l'idée ou l'intention soit nourrie par l'attention jusqu'à déclencher une imagerie interne aussi forte qu'une réalité qui va modifier le programme. C'est le point d'intention, il est là. Le point d'intention, il est là. Enfin, là, non, pardon, excuse-moi. Le point d'intention, il est là. Et là, vous avez l'attention. Ici, vous avez le feu. Là, vous avez la terre. Et ces deux points sont liés ici. Donc, dès qu'on a une intention et qu'on y porte de l'attention, ça crée la réalité. Pourquoi? Parce que l'attention, c'est une énergie d'amour. Quand on porte de l'attention sur quelque chose, c'est qu'on aime. Et on ne peut pas porter attention à quelque chose qu'on ne reconnaît pas ou qu'on n'aime pas. Donc, là, c'est très important de porter attention uniquement qu'aux pensées, qu'aux idées qu'on a envie de réaliser. Le cerveau est incapable de discerner entre la réalité et la fiction. Que vous viviez une scène de violence ou que vous la voyez dans un film, si vous avez une émotion, le processus est le même. Le cerveau enregistre l'émotion qui y est liée, comme si c'était vrai. Il est donc possible de modifier les images internes via la visualisation, hein, la sophrologie par exemple aussi, et ressentir de belles émotions. Cela participe à la guérison. Donc il suffit de mettre une belle musique, de visualiser de belles choses et tout ça, ça nous aide déjà à guérir parce que le corps, si on ressent des émotions, ça va s'imprimer dans nos mémoires cellulaires et ça va commencer un processus de transmutation. Pour cela, il faut apparemment que le corps mental soit débarrassé des pensées réfractaires et négatives. Sinon, on vit des périodes joyeuses et des retombées douloureuses. Par exemple, on fait une super méditation, on voit des anges, des trucs, là, et puis à ce coup, paf, on retourne dans le corps physique. Et puis là, on a des problèmes, ou des problèmes d'argent, ou des problèmes relationnels, puis à ce coup, donc là, on vit des périodes d'extase et des périodes de redescente. Et ça, c'est très fatigant. Le conscient, qui est lié au soleil du thème, doit être relié au supraconscient, le soi, celui qui est notre Père céleste, solaire, androgyne, hein, qui est le Christ solaire. La source envoie les infos par l'intermédiaire de la galaxie, donc pour nous la Voie lactée, le cerveau les reçoit comme des ultrasons, énergie d'Uranus, qui les transfère à notre cerveau gauche, Saturne, qui les envoie au Soleil, notre cœur, qui les envoie à la Lune, notre Santrara, l'inconscient, qui conceptualise le corps et la vie quotidienne. Quand l'énergie passe directement sans être arrêtée, il n'y a plus de séparation entre supraconscient, conscient, subconscient, inconscient. Il n'y a plus qu'une présence, qu'on appelle la présence divine. Tout est unifié. À chaque fois qu'on a une pensée créatrice, on va ressentir l'émotion, la sensation, on va passer à l'action tout de suite. C'est quelque chose de génial, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Voilà.
Une fois que notre conscient est connecté au soi, il est possible de modifier les empreintes émotionnelles, les programmes du corps limité. Il n'y a que là que le corps commence à nous obéir. Il s'établit un dialogue intelligent. Ainsi, la pierre philosophale, le soleil de votre thème astrologique, génère l'élixir de jeunesse éternelle, qui est la planète Mercure aussi, l'eau de vie porteuse du message des anges, des hiérarchies, et cela transmute le corps physique, l'ascendant. Donc le corps physique, l'ascendant, votre ascendant astrologique, devient alors une coupe sacrée à travers qui va nous contenir votre essence divine, votre signe solaire, qui va rayonner à travers. Le corps physique, c'est un flacon, l'essence solaire, c'est ce qu'il y a dans le flacon. C'est ce qu'on explique aussi dans la philosophie hindoue avec Shiva. Shiva et Shakti, quand Shiva et Shakti se rejoignent, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'une conscience, unité. Le signe, par exemple, on va regarder le signe du Capricorne, par exemple. C'est lié au savoir. C'est lié, régi par la planète Saturne. Il y a un temps où il faut s'élever via la méditation et la concentration. Saturne, c'est l'ermite qui vit dans sa grotte. Et un temps où il faut envoyer l'information reçue aux cellules. Et le travail des Capricornes, justement, des gens qui s'incarnent sous ce signe, c'est d'arriver à atteindre une maîtrise spirituelle, quelque part, une maîtrise, et de redescendre pour aider les gens qui sont en face, le signe du Cancer. Dans notre corps, la conscience s'élève jusqu'à Saturne, on reçoit des informations par la concentration, la méditation, et les informations, on les fait descendre dans les cellules qui vont accepter cette transmutation, qui vont s'ordonner. Le signe du Cancer, c'est le signe dans lequel, quand vous incarnez ce signe du Cancer, c'est un signe qui vous dit il faut mettre de l'ordre dans tout dans votre corps. Il faut mettre de l'ordre dans les pensées, dans les émotions, dans les sensations, dans les actions, et puis mettre de l'ordre aussi dans vos placards, dans votre maison, dans vos affaires. Dès l'instant que vous mettez de l'ordre, vous ordonnez, c'est-à-dire que les choses se mettent en place tout seules, et la vie extérieure coule de source. Dans votre vie, quand tout est en place, les choses s'organisent toutes seules. Saturne dans un thème nous dit long sur le maître intérieur, et les aspects de la Lune et au Soleil sont révélateurs de dissonance intérieure. Par exemple, les gens qui ont dans leur thème on peut dire une quadrature, par exemple, entre Saturne et la Lune. Ça veut dire qu'il y a eu des problèmes dans les vies passées par rapport à l'inconscient qui fonctionnait, qui n'écoutait pas le maître intérieur. Donc, ça a créé une espèce de karma. Et Saturne étant un maître à penser, va vous obliger dans cette incarnation à faire les choses. C'est-à-dire, vous allez être obligé d'apprendre, mais par on peut dire, par la souffrance, ou par la discipline. D'ailleurs, une discipline imposée. D'accord ? Donc, il faut savoir aussi que, quelle que soit la méthode que l'on utilise pour évoluer, que ce soit l'étude de l'astrologie, de la numérologie, du feng shui, peu importe, tout le but premier pour chacun, c'est de permettre la reconnexion avec le soi quantique. Il ne sert à rien de vouloir se remplir de trop de savoir, et ça, l'ego spirituel, il ravole de cela. On absorbe tout, les informations à droite, à gauche, parce qu'on a peur. Et qu'est-ce qu'il veut, l'ego spirituel ? Il veut contrôler, diriger le processus et s'imposer comme un coach ou comme un maître. Donc, c'est ce qui se passe notamment dans la thérapie. Quand on est thérapeute, on expérimente une technique qui nous reconnecte à notre divin. Après, on utilise la technique. Mais il y a des fois des personnes qui font la technique, qui n'ont pas atteint la transmutation, ils veulent aller trop vite et ils n'ont pas fini leur transmutation et il y a des problèmes. Moi, j'ai rencontré récemment une personne qui travaillait avec des techniques de l'EFT, je ne sais pas, vous connaissez peut-être l'EFT. Voilà, la personne avait son stand, elle expliquait des choses, etc. Et puis, dans le stand, il y a des choses, enfin, dans l'ambiance, il y a des choses qui ne lui plaisaient pas. Elle était énervée, stressée. Elle disait, oh, ici, il y a des gens qui ne sont pas intéressants, etc. Elle était énervée et tout. Elle a fait un espèce de burn-out, elle est partie. Donc elle a laissé son stand en blanc. Après, on dit, oh, ben, heureusement qu'on n'a pas été à son stand. Et c'est fabuleux de voir ce genre de truc. Je dis merci de voir ce truc-là, parce que c'est là qu'on se rend compte que quand on a une technique, et après, enfin, quand on veut apporter de l'aide aux autres, il faut aussi avoir maîtrisé la technique qu'on a. La chasse au savoir est toujours impulsée par l'ego qui veut garder le contrôle, alors que la transmutation ne s'accomplit que lorsque la reconnexion est établie. Parce qu'une fois que la reconnexion est établie, il y a le lâcher-prise. Je me relie à mon soi quantique
Je dis, ok, voilà, je suis là, tu m'as envoyé là pour faire le boulot, maintenant tu me donnes les infos. À partir de là, ça nous demande de la souplesse. Et là, on est obligé de lâcher le contrôle. Et c'est dur parce qu'on est là, on dit, ouais, mais j'aimerais, parce que ce qu'on voudrait, c'est que prendre le soi, puis le faire descendre dans la matrice pour qu'il règle nos problèmes. Hein, voilà. Seul, donc on peut dire que seul notre soi, c'est ce qui est bon pour nous. Alors si notre méthode passe par la rencontre avec un maître vivant, ça peut arriver qu'on rencontre un maître incarné, hein, il faut suivre son enseignement, pratiquer, ne pas se disperser ici et là en piochant tout ce qu'on trouve, lui faire totalement confiance. Quand on a un maître spirituel, même si vous dites faire des trucs qu'on ne comprend pas, il faut le faire, parce que si on a confiance en lui, il va nous mener à la maîtrise. Sinon, on va chercher à droite à gauche, et puis on va se disperser. Alors, la deuxième partie qui va terminer cet exposé, c'est, une fois qu'on a atteint cette reconnexion, il faut changer la vision du monde. Hein. Le soi fonctionne avec la pensée, ce qu'on appelle la pensée quantique. Et quand on entre dans cette fréquence, on ne peut plus tergiverser. Le quantique ne nous permet aucune digression, aucune erreur. Là, c'est long. Hein. Pourquoi ? Il faut émettre une intention, y porter attention, reconnaître celle-ci comme étant réalisée. Voilà. Ne pas douter, ne pas attendre dans l'angoisse, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, ne pas douter. Hein. Écouter l'intuition et savoir attendre les signes du destin. On ne peut plus se permettre de vivre à cheval entre deux réalités. Soit on reconnaît le pouvoir créateur, soit on le nie. Il n'y a pas de troisième solution. Exemple. Un adolescent vit une période difficile dans sa vie. Il aimerait que ses parents l'aident un peu, mais ce n'est pas le cas. Donc il est obligé de se débrouiller tout seul. Une fois adulte, il a encore des difficultés à se réaliser. Il est persuadé que si ses parents l'avaient aidé davantage, il n'aurait pas tant galéré. Il le reproche à ses parents, il leur en veut, hein, et quand il aimerait que ceux-ci reconnaissent leur tort en disant « Oui, excuse-nous, mon fils, on ne t'a pas aidé, on aurait pu t'aider, on a fauté, etc. Hein, » tant qu'il attend ça des parents. Mais la plupart du temps, les parents, non, veulent pas reconnaître leur tort. Découvrant la pensée quantique, cet adulte change sa façon de voir. Il commence à préciser ses intentions. Il s'y consacre, mais rien ne s'accomplit vraiment. Alors il reproche alors à ses parents leur agissement, il dit « Je ne réussis pas dans ma vie parce que si vous m'aviez aidé quand j'étais jeune, j'aurais réussi ». Persuadé que ses parents ont une part de responsabilité dans ses problèmes actuels. Tant qu'il agit ainsi, rien ne change. Tant qu'il n'a pas accepté le fait qu'il est totalement et unique responsable de son destin et qu'il pardonne à ses parents, qu'il oublie ses griefs, qu'il n'attend plus d'une reconnaissance, rien ne change. Donc le jour où il accepte de reconnaître que ses parents ne sont pas responsables de ses problématiques, il va reprendre tout son pouvoir en lui et il va pouvoir changer. Pour ça, c'est un peu dur à avaler des fois, je reconnais. Hein. Voilà. L'adulte qui a plus de 40 ans dit « Ah, je n'ai pas réussi parce que mes parents ne m'ont pas aidé », démontre qu'il n'est pas devenu adulte et autonome, responsable de sa vie, il est resté adolescent dans sa conscience. Hein, je sais que c'est pas facile, mais bon, voilà. Cela est valable dans tous les domaines. On peut avoir subi un traumatisme d'enfance et en guérir, ou le conserver comme excuse pour ne pas grandir. Je sais que cela paraît dur à avaler, mais c'est le prix à payer. L'univers n'a que faire de nos gémissements et de nos doléances. Il nous dit « Que veux-tu » C'est tout. Après, c'est à nous de dire ce qu'on veut. Donc, l'ère du Verseau nous veut libres et autonomes. Nous recevons des infos pour poser notre intention et aussi pour dissoudre nos barrières sociales, familiales, ethniques, religieuses et puis balancer toutes ces chaînes qui nous ont enfermés. Donc, c'est notre vision intérieure qui définit notre réalité. Tant que nous n'avons pas compris le sens, nous sommes en même temps autonomes, parce que le but c'est d'être autonome, et en même temps interdépendants les uns des autres. Hein. Regardez, moi par exemple, là je suis autonome parce que je gère ma vie, mais je suis bien interdépendant, puisque si vous ne m'écoutiez pas, je ne pourrais pas parler, puis si Olésia ne m'avait pas invité, voilà. Donc on est bien interdépendants les uns des autres. Et moi j'ai travaillé, récemment j'ai reçu plein d'informations par ressenti par rapport à des expériences que j'ai vécues. Par exemple, la vision dualiste du monde nous amène à penser que les dirigeants politiques sont tous des pervers et des profiteurs. Hein, c'est ce qu'on pense. Les organismes comme la NPE, les impôts, les banques sont tous destinés à nous manipuler et à nous piquer de l'argent. Nous devons acheter une maison pour ne pas avoir à payer un loyer trop cher.
nous devons tout faire nous-mêmes, le bricolage, le jardinage, leur passage, etc., etc. Et nous développons alors une idée de l'autonomie qui est complètement fausse. Parce que nous dépendons des autres. Chaque être humain choisit un métier en accord avec ses désirs. Hein, plombier, électricien, employé de banque, cuisinier, propriétaire foncier, il faut en tenir compte. Pendant toute ma vie, moi j'ai connu moult propriétaires puisque j'ai déménagé plus de 42 fois. Hein. Donc j'ai loué, à qui j'ai loué des appartements. Certes, cela a été un coût, j'aurais pu me dire à un moment, tiens, j'achète, voilà, mais comme je n'avais pas les moyens, de toute façon, mais je n'avais aucune envie de travailler à m'épuiser pour devenir propriétaire. Je préférais être dans ce système de location. Et un jour, d'abord, j'ai vu sur un camion de l'Intermarché là, pour le déménagement, il y avait écrit louez-moi. Donc j'ai dit, bah, je vais louer Dieu. Hein. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Louez-moi, dit l'Éternel. J'ai pu cependant, moi, profiter d'appartements confortables alors que je n'avais pas le moyen de les acheter. Bon, je payais un loyer, d'accord. Récemment, donc maintenant, hein, aujourd'hui, hein, c'est là que la réflexion est vue, et j'ai eu l'occasion de ménager dans une maison neuve, en location, ouais, voilà, hein. Les propriétaires sont des gens charmants, et ont choisi d'acheter cette maison comme un placement. Donc je peux jouer à une maison très agréable, et au lieu de râler sur le prix de loyer, je me dis ainsi que je participe au bien-être des autres, car grâce à mon loyer, ces gens peuvent réaliser leur rêve qui était de posséder une maison. Vous voyez comme quoi il y a une interaction sans arrêt. Alors si je râle, hein, voilà, après je peux me dire, je veux être propriétaire. Moi je me suis rendu compte que des fois il y a des gens qui veulent être propriétaires, et à notre époque c'est très difficile d'être propriétaire parce que ça coûte très cher. Cela est valable pour tout. Alors, il y a des gens qui passent des années à se perfectionner dans un métier qu'ils aiment et se trouvent au chômage que personne ne fait appel à leurs compétences. On peut tout faire soi-même, dit Monsieur Bricolage, hein, mais tout est plus ou moins bien fait. Hein. Moi, j'ai pu le constater. Hein, voilà, voilà. Moi, j'ai connu une personne qui avait un magasin de tissus. Elle était décoratrice d'intérieur. Elle adorait son métier. Mais alors, le ménage et la cuisine, ce n'était pas son truc. Hein. Elle n'aimait pas, elle avait des enfants et tout, mais elle ne voulait pas faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a embauché une femme de ménage portugaise qui adorait son boulot. Elle l'a très bien payée, elle la traitait très bien, tout le monde était content. Voilà. Vous voyez, donc en fait, tout dépend de la façon qu'on a de considérer les gens. On peut avoir une femme de ménage ou une femme de service, mais on ne va pas la dénigrer pour cela. On lui donne la possibilité, si on a les moyens, de faire un métier pour lequel qu'elle a choisi. Hein. Et vous voyez, ça a été aussi le cas notamment pour les Noirs à l'époque de la guerre de sécession. Il y a des Noirs qui étaient maltraités, c'est vrai, hein, et c'est malheureux. Par contre, il y a des Noirs esclaves qui étaient bien traités par des gens. Et quand on leur a dit, vous êtes libérés de l'esclavagisme, vous pouvez partir, quitter vos patrons, il y en a la plupart qui ne voulaient pas partir parce qu'ils étaient trop bien. Et on les a obligés à partir. Du coup, ils se sont retrouvés sur les routes sans rien, alors qu'avant, ils avaient une certaine forme de confort. Vous voyez, comme quoi, des fois, il faut savoir élargir sa vision. Hein. Donc moi, depuis de nombreuses années, j'ai décidé de changer ma vision du monde. Je privilégie le bien partout où je vais, et je peux vous assurer que partout où je passe, je rencontre que des gens sympas, là où on me dit qu'il y avait des gens qui ne sont pas sympas. J'ai vécu une expérience, notamment au Québec, dans un restaurant où il y avait un cuisinier qui était pas du tout, enfin qui était un peu nerveux, et dès qu'on posait des affaires sur sa table, il avait tendance à balancer les couteaux, les affaires un peu dans tous les sens. Donc j'ai vu des couteaux qui volaient, des trucs, parce qu'il était un peu speed. Et puis moi, je devais aller souvent à côté de sa table parce qu'il était à côté de l'évier où on lavait les gamelles. Et moi, j'ai dit, à un moment, j'ai pris une décision. J'ai dit non, à ce type-là, moi, je vais en faire. Je veux pas vivre ce conflit avec lui. Je lui ai envoyé une pensée et tout. Et quand j'ai été vers lui, j'étais sympathique avec lui. Je lui ai parlé. J'ai dit, excuse-moi, voilà, j'ai été poli, on peut dire. Il m'a autorisé à mettre les affaires sur sa table, tout ça. Et puis petit à petit, on a sympathisé, si bien qu'au bout de 15 jours, j'allais boire le café avec lui. Donc il était sympa avec moi. Et bien, il était toujours aussi horrible avec les autres. Et les autres, ils m'ont dit à un moment, mais comment tu fais? Pourquoi ils s'entendent bien avec toi? J'ai simplement, j'ai décidé que moi, j'avais envie d'avoir une bonne relation avec lui. Et ça a changé. Donc après, les autres pouvaient faire pareil. Et vous voyez comme quoi on peut. Et moi, j'ai été étonné parce que dans l'expérience de ma vie, après, que quand j'allais à la banque, récemment j'étais à la banque, que ce soit le boulanger, le facteur, le releveur du compteur d'électricité qui est venu il n'y a pas très longtemps, je tombe que sur des gens qui ont envie de parler, des gens sympathiques, etc. Hein. Même les douaniers. J'ai rencontré un monsieur qui était douanier, qui est devenu un ami et qui faisait du théâtre avec moi.
Donc je me dis, tiens, il y a des gens super gentils sur la Terre. Je sais bien qu'il y a des gens pas sympas, hein, je ne le dis pas. Mais ces gens-là, ben, c'est comme si ma vision de l'univers m'amenait à ne pas les rencontrer. Hein. Tout ça, c'est parce qu'en moi, j'ai décidé de créer mon monde comme cela. Alors c'est vrai que je suis vigilant, parce que des fois, ça m'arrive aussi de râler. Alors quand on est comme ça, vous savez, hein, on dit ah tout le monde il est beau, tous les gentils. Moi je dis pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Moi quand même des fois ça perturbe un peu ma compagne parce que moi je suis parisien d'origine, donc quand on fait des trucs en voiture, je m'exprime. Hein. Quand il y a un mec qui me fait un queue de poisson en voiture, je dis oh quel con, je le dis, j'avoue. Hein. Et puis le mec il passe et ça y est c'est fini. Il est parti, je vais pas j'ai pas toute la journée pensé oh là là ce con, non c'est pas ça. Mais on a le droit d'exprimer des choses comme ça. Il y a des choses qu'on a le droit de faire des fois. On a le droit de tout faire. Le tout c'est de ne pas garder de rancune par rapport à ça. Alors moi pendant des années par exemple, j'ai tenu un magasin Viclair et après à un moment je rejetais les grands magasins bio type Leclerc et tout ça qui vendaient du bio parce qu'on disait ouais c'est du bio dégueulasse etc. C'est vrai que les normes bio des grands magasins ne sont pas les mêmes. Par contre, j'ai eu l'occasion, moi où j'habite ici, en Bretagne, d'aller dans un magasin Leclerc. Ils ont fait un magasin Leclerc, le plus beau de France, hein, quand même. Hein, c'est quand même, hein, parce que M. Leclerc, il habite ici. Donc, un magasin, on rentre là-dedans, on se croit en aéroport. Ah, si vous venez en Bretagne, je vous y emmènerai, vous sur un magasin. Ah, c'est vraiment le truc. C'est vraiment, il est très beau. Et il y a énormément de produits bio. C'est vachement. On se croise dans un magasin bio tellement il y a de trucs. Hein. Et j'ai regardé les produits bio, leur provenance. Ben, la plupart des produits bio qui viennent, c'est des produits qui viennent de Bretagne, les mêmes que je retrouve à la bio. Alors je me dis, c'est vrai que ça fait une concurrence au Biocop. Mais en même temps, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui achetaient pas de bio, qui achètent des produits naturels normaux, et ben ils finissent par acheter du bio. Parce qu'il y en a dans les rayons. Voilà. Et puis que maintenant, ben, ils commencent, dans les magasins Leclerc, on commence à avoir des produits bio, du liquide vaisselle bio, des choses en vrac. Donc de plus en plus, me dit, ben oui, en fait, quand on voit le truc négatif, on se dit, ouais, Leclerc, etc., les gros commerces. Et en fin de compte, on peut se dire, oui, mais derrière, il y a des intentions. Et c'est vrai que dans les magasins, les vendeuses, les serveuses qui sont là, il y a des gens super sympas. Et il y a partout des gens super sympas. Mais il faut changer parfois notre vision des choses. Et moi, j'ai vécu une dernière expérience que je vais vous raconter rapidement, parce que je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Et moi, j'étais antimilitariste et tout, enfin, l'armée, tout ça, les gendarmes, je n'aimais pas. Et je me suis retrouvé à un moment dans ma vie, je faisais déjà de l'astrologie depuis des années, mais j'avais un petit peu des difficultés au niveau de l'argent. J'étais obligé de travailler. J'étais à l'NPE, on m'a trouvé un travail dans une caserne de police. Je travaillais dans une caserne de police à Nice et j'avais les cheveux très longs à l'époque, une grande barbe. Je travaillais dans cette caserne de police avec des policiers toute la journée. J'ai trouvé des gens sympathiques. Franchement, on a eu des super rapports et j'ai compris comment ce qu'ils pouvaient vivre ces gens. Et le commissaire de police, qui était un monsieur très craint, hein, le commissaire de police de la ville de Nice, qui était quelqu'un, tout le monde flippait devant lui. Moi, comme j'avais rien, j'attendais rien de lui parce que j'avais juste un contrat d'un an. Ben, il était super sympa avec moi et j'ai trouvé que il y a des gens sympas partout. Donc des fois, il faut gratter un peu pour trouver la bonté en chacun. Mais je pense que ça fait partie de la nouvelle conscience, vous voyez. Alors, allez, bon, je vous parlais des magasins Leclerc. Alors, vous savez, comme le ciel, il nous écoute pas mal, comme moi, j'achète quand même pas mal de produits bio, j'ai remarqué hier qu'ils sont en train de construire une coop bio à côté de chez moi. C'est pas mal quand même, hein, le truc. Donc, on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer sa vision du monde et celle-ci modifie notre réalité. Donc, si on voit l'enfer, la manipulation, on l'attire. Si on voit le paradis, on participe à le créer. Hein, donc, voilà. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Certains vivent des périodes de galère en tout genre, car quelque chose en eux a dit oui un jour dans leur inconscient. Il ne s'agit pas de le laisser végéter ou de se débrouiller, mais à changer leur vision du monde, à sortir de cette dualité qui nous fait croire que le paradis est ailleurs et l'enfer ici. C'est cela l'illusion. Nous avons tous été créés pour vivre une belle vie, témoigner de l'un, et cela demande des efforts. Ainsi, à chaque fois que nous sortons notre porte-monnaie pour acheter quelque chose, nous pouvons penser à ceux qui ont œuvré pour les fabriquer, à tous ceux qui construisent les routes, entretiennent les éboueurs, les égoutiers, les fonctionnaires, ceux qui font des films, des vidéos que l'on télécharge sur Internet. C'est la nouvelle conscience à installer ici-bas, à être reconnaissant de tout ce que nous offre la vie. Et je terminerai mon propos là-dessus. Merci de m'avoir écouté.
Eh bien, qu'est-ce que c'était passionnant? Tu es passionné parce que tu transmets, parce que tu es, et ça se ressent. Et moi, j'ai appris plein de choses aujourd'hui, ben, notamment tout ce qui est l'astrologie, bien sûr. Tu sais, une fois, il y a une astrologue qui a dit à Christophe, qui a regardé un peu son, c'est pas son thème, hein, je sais pas si ça s'appelle son thème, c'est pas le thème de la naissance, mais dernièrement, ce qui s'est passé, elle a dit, oula, tel mois-là, ça a dû être très, très difficile pour toi. Il s'est passé sûrement quelque chose. Tu as dû péter un plomb. Ça devait pas être quelque chose d'à peu près, hein. Et il a dit, effectivement, c'était le mois très, très, où j'ai pété le plomb, mais tout le temps, hein. Il dit, il fallait pas tomber sur moi. Elle a dit, ben, effectivement, il y avait telle planète, je sais plus c'était quoi la planète. Comme quoi, il y a des choses comment je pourrais dire? Il y a des choses que on peut pas éviter. Oui, parce que c'est ça, parce que moi, tu sais, j'ai fait de l'astrologie pendant des années avec un monsieur qui avait une entreprise et j'avais fait le thème astrologie de son entreprise. Donc le jour de la création de l'entreprise. J'ai suivi pendant des années son entreprise et les années où il y avait des risques de faillite et tout, c'est se déterminé dedans. Et j'ai vu des thèmes aussi d'astrologie qui étaient faits sur des immeubles. En faisant un thème astrologique sur un immeuble, à l'époque, je travaillais une astrologie très précise. Et en fait, on arrivait à voir, quand on construisait une maison, un immeuble, s'il allait y avoir des fuites d'eau, s'il y avait des problèmes électriques, tout C'est était vrai? comme dans le temps, on faisait avec les bateaux, hein, quand on construisait un bateau, ou les Égyptiens, Ah, quand ils construisaient des pyramides et tout, ils faisaient très attention à ça. Donc moi, je peux affirmer que l'astrologie, c'est une science exacte. Même pour une voiture, j'ai vu une fois, une voiture, le jour où elle a été créée, elle est sortie de l'atelier, on pouvait prévoir les problèmes qu'il y aura dans la voiture. C'est fabuleux comme truc. Hein. mmh, Donc après, bon, même quand on fait des rencontres, on peut. Hein, moi, je sais que j'ai vécu des trucs, bon, pas toujours très faciles au niveau de relationnel, affectif, mais à chaque fois que je rencontrais une compagne et que je regardais son thème, je disais, oh, alors, ça va pas être facile, mais bon. Mais comme je suis un peu kamikaze, je me dis, bon, je vais dépasser ça. Et il y a des choses que j'ai pas réussi à dépasser parce qu'il y a des fois des incompatibilités de caractère. Et je voyais, je me dis, tiens, cette problématique astrologique, je l'ai pas vue, oh, je vais la vivre. Bon, après j'ai laissé un peu des plumes, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, l'astrologie, c'est une science très, très, très précise qui, et c'est pour ça que déjà, rien que les transits de la Lune, hein, c'est pour ça qu'il y a des gens, quand vous avez une Lune mal aspectée dans votre thème et que tous les mois la Lune passe dessus, le jour où la Lune passe dessus, moi je l'ai vécu avec des personnes, je savais qu'une personne avait un thème où elle avait une Lune mal aspectée, le jour où elle avait un transit de Lune, moi je me barrais de peur, hein. Je savais que ce jour-là on allait s'engueuler, hein, par exemple. Donc voilà, regarder la Lune du thème, puis dire, oh là là, aujourd'hui, ben, je je vais pas aller le voir. mmh. Eh bien, Christian, il y a des questions. Alors, on va commencer par, Jean-Luc qui a posé la question. Tu as un peu répondu, mais, si tu pourrais préciser, un petit peu plus, c'est: «Comment libérer l'enfant intérieur? J'essaie par les méditations, mais rien de probant». Bah, l'enfant intérieur, ouais, il y a un côté méditatif, parce que dans la voie spirituelle, il y a un côté méditatif. Mais l'enfant intérieur, c'est la partie de nous qui se réjouit. Donc déjà, pour libérer l'enfant intérieur, la phase numéro un, hein, c'est de savoir découvrir ce qui nous donne de la joie. Donc en fait, quand on se lève le matin, la première question qu'on devrait se poser, dire: «Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me rendre heureux?» Moi, je dis: «Comment je m'amuse aujourd'hui?» Et c'est exactement ça. Parce que l'enfant intérieur, en nous, on a cet enfant. L'enfant intérieur, c'est une partie de nous, c'est la partie christique de nous qui demande qu'à grandir jusqu'à temps qu'à prendre tout notre corps, hein. L'enfant intérieur, il devient l'ermite du tarot. Ça devient quelqu'un. C'est pour ça, quand on rencontre des sages, il y a un écho. Ouais. Quand on Ouais, rencontre, c'est vrai. ouais, quand on rencontre des sages, des vrais sages, on peut dire spirituels, ce sont des gens qui sont pleins d'humour. Ils font des blagues. Moi, je me rappelle le maître Ambra Mikhaël Ivanov, il faisait des blagues pas possibles, des trucs, il faisait des trucs, il racontait souvent des histoires drôles, hein, pour faire des anecdotes et tout ça. Et c'est ça, l'enfant intérieur, c'est ce qui nous réjouit. Donc déjà, moi, il y a des gens, des fois, ils me disent: «Ah, je sais plus quoi faire de ma vie», par exemple, parce que bon, le métier que je fais me plaît plus. Je dis: «Bah, le travail, c'est déjà d'arriver à prendre un papier, un crayon, puis noter
qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Notamment au niveau des métiers, par exemple, hein. Moi, j'ai découvert une méthode qui m'a été donnée par l'NPE, sans vouloir. Parce que j'ai fait 2 fois, j'étais en recherche de travail, j'ai fait des tests chez NPE pour savoir quelle était mon orientation professionnelle. Voilà. Et donc, j'avais plein de tests, des questions. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous le faites? Est-ce que vous voudriez vous déplacer, et cetera. J'ai fait les tests en étant complètement honnête. Hein, c'est-à-dire que je disais, moi, je veux pas de bruit, je veux pas trop travailler, je veux pas qu'on me dérange quand je travaille, je veux pas trop bosser, je veux être bien payé, enfin voilà. Et en fait, j'ai fait le test dans la NPE et ils avaient découvert après que le seul métier que je pouvais faire, c'était acteur ou photographe itinérant. Et la fille, elle m'a dit, bon, ben, nous, on n'a pas ces métiers-là. J'ai fait 2 fois les tests dans 2 NPE, avec quelques années d'intervalle, on a retrouvé le même truc. Donc, j'ai regardé les tests. En fait, le test, ça consiste à prendre une liste de métiers. Hein, c'est une méthode que je vous donne, faites-la, je vous jure, c'est pas. Prenez toute la liste des métiers qui existent. Et puis, vous rayez tous les métiers que vous ne voulez pas faire. Après, il vous reste peut-être une dizaine de métiers. Et là, vous les classez dans l'ordre que vous aimeriez les faire. Pas dans l'ordre de préférence. Voilà. Après, vous allez regarder, premier métier, tiens, voilà, j'ai choisi tel métier. Est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Oui ou non? Est-ce que j'aimerais le faire? Oui. Bon. Est-ce que j'ai les compétences? Non. Est-ce que je suis capable de m'engager dans une formation pour le faire? Est-ce que je sens que ça va me faire plaisir de le faire? Si la Mmh. réponse est non, fourier. Et puis comme ça, on procède par élimination et on se retrouve à la fin avec 2 ou 3 métiers, tout simple. Moi, je sais que quand j'ai fait de l'astrologie, quand j'ai commencé l'astrologie, j'ai découvert ça parce que c'était pour moi, hein, déjà dans un premier temps, dire: «Tiens, je vais découvrir mon thème» et j'ai trouvé tellement de plaisir que j'en faisais 15 à 16 heures par jour, quoi. Je baignais là-dedans, je pensais même plus à manger parce que, je découvrais, c'était l'extase, quoi, quelque part. Bah, là, donc chacun a en lui des choses qu'il aime faire. Il y en a un, ça va être la danse, l'autre, ça va être le chant. L'autre, ça peut être simplement, je sais pas moi, de faire des frites et de les vendre, hein. Il y a pas Oui, mais et si la personne elle est plus, dans mettons un âge de travailler, mettons si elle est, à la retraite là, par exemple et qu'elle fait son travail de libération de l'enfant intérieur. c'est encore plus facile parce que le travail avec l'enfant intérieur n'est pas nécessairement un travail qui va, comment je vais dire, qui est lié à c'est bien quand on le fait jeune parce que ça aide à une profession, donc après on fait le métier qui nous plaît et le métier qui nous fait vivre, mais quand on est à la retraite, qu'on n'a pas fait une chose, bah, faut savoir, hein, par exemple, on peut découvrir, je sais pas, à 60 ans d'un caoutchouc, tiens: «Ah, j'ai toujours eu envie de faire du piano, j'en ai jamais fait». Eh bah, c'est peut-être le moment. Hein, Mmh. parce que surtout que c'est et en fait, quand on fait les choses sans être obligé professionnellement de le faire, moi, par exemple, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant, j'ai fait de la scène, j'ai fait tout ça et j'ai jamais gagné d'argent avec, hein. Je l'ai fait par plaisir. Alors j'ai travaillé pendant des heures et tout à créer des trucs, à apprendre des chants, à chanter et tout, parce que j'aime ça. Même actuellement, ça m'arrive souvent de chanter à la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour chanter, mais je vais jamais chanter dans un spectacle public pour gagner de l'argent. Si l'occasion m'est donnée, je peux le faire, mais comme ça m'est pas donné, donc je peux le faire sans avoir rien à demander en retour et je suis encore plus libre de le faire quelque part. Mmh. Donc il y a des gens qui aiment, alors le problème, c'est que quand on rentre dans le processus de méditation pour trouver l'enfant intérieur, la méditation sert à se concentrer, d'accord? Donc on va se concentrer quoi? Par exemple, méditation, on peut méditer sur l'absolu, sur le cosmos et tout ça, hein, mais on peut méditer sur son enfant intérieur. Donc voilà, par exemple, méditer sur un truc concret. Qu'est-ce que je pourrais faire dans ma vie qui me donnerait de la joie? D'accord? À partir de là, c'est là qu'il faut axer. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, il faut se concentrer là-dessus et faire les méditations là-dessus. Qu'est-ce qui me donnerait de la joie? Bien, et quand on a mis cette intention déjà, il y a l'univers qui va déclencher automatiquement des rencontres ou des informations qui vont, heu, qui vont apporter des informations. Par exemple, moi, ça m'est arrivé à une époque, j'ai posé la question: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire qui me donnerait de la joie?» quand j'étais justement dans cette caserne à Nice et quelque part, un jour, je me promenais dans la rue, puis paf, je suis tombé sur une affiche de théâtre. Hein, je faisais pas de théâtre à l'époque. Je suis tombé sur une affiche de théâtre et en voyant cette affiche de théâtre, c'est fait comme un je me suis dit: «Oh, j'aimerais bien faire du théâtre». Hein, voilà, par exemple. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit à un cours et j'y ai pris plaisir. Après, j'ai pas fait un métier dedans, mais ça m'a fait énormément j'ai pris de la joie à ça et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que
quand vous vous promenez dans la rue ou quelque part et que vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose que vous aimeriez faire, il y a déjà un petit message de l'enfant intérieur. Mmh. Alors, c'est très subtil parce que, par exemple, la musique, hein, pour un moment, voilà, par exemple, la musique, moi, à un moment, je me forçais à aller écouter des concerts de Bach, Beethoven et tout, avec des gens qui étaient dans la musico. Puis moi, j'ai été élevé dans mon enfance, avec les tambours, les trompettes, moi, hein, dans des milieux plutôt ouvriers. Et puis je me rendais compte que quand j'allais voir Bach ou machin, écouter, ça me faisait pas vibrer. Ce qui me faisait vibrer, c'est quand j'entendais la fanfare municipale dans la rue qui jouait la samba, quand il y avait les quand il y avait les défilés et tout. Et là, je le sentais, ça me faisait pitié, j'avais envie de danser. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, ça correspondait à moi. Donc voilà. Après, faut trouver des choses, mais ça demande un petit effort, mais on part d'une petite chose. Et puis on peut s'engager dans une voie de faire quelque chose, par exemple, et si on voit que ça ne plaît pas, hein, on s'engage par exemple, on dit tiens, je vais apprendre le piano, puis on se rend compte que par exemple ça ne nous plaît pas, bah, on laisse tomber, on fait autre chose, on va trouver. Mais on a tous en nous, on a tous quelque chose qui est là, et souvent qui était là déjà dans l'enfance. Donc, trouver l'enfant intérieur, c'est retourner dans cette innocence en se disant je ne vais pas chercher un truc qui va être rentable, je vais faire quelque chose qui me fait plaisir. Que ça soit en tant que métier ou en tant que, je dirais, de oui, de philosophie de vie, hein. Quand on est à la retraite, par exemple, ben, si voilà, on peut chanter tous les jours, on peut danser, on peut faire plein de trucs, mais c'est très important parce que ça, dès l'instant qu'il y a réjouissance, dès l'instant qu'il y a réjouissance, il y a le mot réjouir et sens, hein, par tous les sens, hein, dès l'instant qu'on jouit de la vie, automatiquement, l'enfant intérieur, il se réveille. Et on a de plus en plus de joie, on rigole avec les gens, voilà. Oui, parce que tu sais, quand on parle de l'enfant intérieur, souvent on va parler surtout de libérer l'enfant blessé et et on oublie, souvent, qu'il y a 2 enfants intérieurs. C'est celui qui t'est blessé, mais c'est celui aussi originel qui est joyeux et qui est spontané. Et c'est ce que nous, on conseille souvent, c'est de d'abord de trouver l'enfant joyeux et c'est celui-là qui va régler les blessures, on va dire ça comme ça. Bon, donc, C'est un processus normal, c'est un processus pour moi qui s'enclenche automatique, que j'ai remarqué que dès qu'on trouve cet enfant joyeux, c'est celui qui voulait faire des choses. Si on voulait se mouiller les pieds dans la flaque, par exemple, ça nous faisait, plaisir. Ben voilà, c'est ça qu'il faut aller faire et c'est ça qui va enclencher le processus de libération des blessures. et moi, c'est quand j'ai découvert l'enfant intérieur, comment il fonctionnait, c'est en observant les enfants. Parce que j'avais une amie qui avait un enfant, et puis son enfant était, bon, elle lui disait toujours non à tout, hein. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il faisait quand sa mère lui disait non? Il allait s'enfermer dans sa chambre et il boudait. Puis après, bah, il faisait des caprices, il voulait pas manger, enfin voilà, il était chiant en deux mots, hein. Et puis vraiment il foutait même un peu le dans la maison parce que des fois il cassait des trucs, bon, disons que ça crée une mauvaise ambiance. Puis un jour je lui ai parlé, puis je lui ai dit: «Mais j'ai dit: «Mais ton enfant il lui manque quelque chose, quoi». Et puis, donc après elle a changé sa façon de faire, elle a écouté son enfant, lui demander qu'est-ce qu'il voulait. Je me rappelle plus ce qu'il voulait exactement, je sais pas s'il voulait un vélo ou un truc, tu vois? Donc l'enfant, on lui a donné les capacités de vivre ce qu'il voulait, hein, d'un seul coup, voilà, on lui a dit: «Ah bah tiens, si tu veux faire du vélo, va faire du vélo», voilà. Bah, l'enfant, il est devenu super gentil et après il aidait même sa mère à faire la vaisselle à la maison. Il avait changé complètement. Bah, l'enfant intérieur, moi je me dis ça fonctionne pareil. Donc notre enfant intérieur, quand il est blessé, il s'enferme en nous, il crée des blessures, hein. Hein, le signe de la Vierge est le signe qui est en relation avec la libération de l'enfant intérieur. Pour ça, la Vierge, un petit enfant qui est en nous, puis on dit, bon voilà, j'ai un petit enfant qui est en moi. Dès qu'on pense qu'il faut travailler pour gagner sa vie, même sans joie, on frustre l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il nous sabote la vie, hein. Il nous amène des périodes de dépression, hein, des dépressions. Après, tout va mal pour le relationnel, tout va mal on a des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des problèmes relationnels. Qu'est-ce qu'on fait? On tombe malade. Et qu'est-ce qui se passe quand on tombe malade la plupart du temps, hein? On est là dans le lit, puis on se dit: «Oh bon sang, c'était bien quand même quand j'allais bien l'autre jour, hein, je me suis créé cette maladie» et cetera. On prend des bonnes résolutions. On dit: «Ah bah, maintenant je vais faire autre chose, je vais changer des trucs de ma vie» et cetera. Alors des fois on le fait, puis des fois on le fait pas. On retombe dans les mêmes schémas et puis qu'est-ce qu'il y a?
hein. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on perd un travail, par exemple, qui nous plaît pas? Moi, ça m'est arrivé un jour de faire un travail qui me plaisait pas. Au lieu de me plaindre, j'ai dit: «Ouais, chouette, j'ai perdu mon boulot». Donc en fait, le tout, c'est qu'après, il faut surtout pas rechercher le même boulot pour se sécuriser en disant: «Ah, il faut à tout prix que j'ai un boulot». Il faut dire: «Ah voilà». C'est pour ça que le chômage, c'est quelque chose d'extraordinaire quelque part. Ça nous permet, pendant le temps où on reçoit quelques indemnités, ça nous permet de nous recycler, de découvrir notre voie. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, c'est comme ça, c'est dans une période de chômage que j'ai appris l'astrologie. Donc après, si pendant une période de chômage, on reste à déprimer, à regarder la télé, puis à à à rester un peu comme un légume, c'est évident que c'est pas la solution. La vie spirituelle, que ce soit réveiller l'enfant intérieur, se réaliser, ça demande un effort de volonté. Hein, des fois, on n'a pas envie de faire un truc. Oh là là, j'ai cours de danse ce soir. Oh, j'ai pas envie, j'ai envie de rester au chaud, à me caler devant la télé. Et oui, moi ça m'est arrivé des fois, hein. Puis hop, tu te bouges un peu, comme on dit, tu te bouges le derrière, tu y vas, puis après tu reviens, oh là là, tu t'es éclaté pendant le cours, quoi. Mmh. Voilà. Eh bien, on a d'autres questions. Alors, il y a Chris Truss qui demande, pouvez-vous décliner les principes par signe, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas si c'est peut-être une invitation à faire d'autres conférences. Je ne sais pas si ça te prend 1 heure et demie pour faire, pour expliquer les Ouais, ouais, principes par signe, tu vois? C'est peut-être une occasion de faire une autre conférence. ouais, ça Juste serait mieux voilà, parce que sinon, je vais être obligé de trop résumer, puis on va pas avoir ce qu'il faut. Ouais. c'est Ah oui. ça. Hein? C'est une bonne idée, Christophe, hein. Ne manquez pas cette conférence qu'on va programmer, très prochainement parce que, moi aussi ça m'intéresse. Et surtout que là maintenant, c'est la nouvelle conscience qui vient, donc toute la réactualisation de tous les signes. C'est maintenant, ben, il n'y a pas que les signes. Hein. Là, on parlait des chakras, on parlait du karma, on parlait, je te parle, nous, dans tout ce qu'on parle dans les conférences, tout à l'heure tu parlais du karma, mais moi je l'ai expliqué exactement comme toi, dans mes mots. Et ceux qui veulent, vous pouvez aller l'écouter, c'est sur notre site Crystallisia .com. Mais c'est la réactualisation comment je pourrais dire, des connaissances, des savoirs qu'on avait avant selon la troisième dimension et aujourd'hui on est un peu plus la quatrième et plus quoi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Christian, quand il va nous parler des signes, je suis sûre que ça va être bien réactualisé. Hein, Ah bah Christian? oui, ouais, moi de toute façon, j'actualise au fur et à mesure, hein, et puis surtout, avec le ressenti vibratoire des signes maintenant, parce que c'est ça quoi qui est important. Ben, c'est ça. OK, puis on a, Jean-Luc qui a dit: «Bravo Christian, très clair et riche information». Mais ça, c'était pas pour la question qu'il a posée, c'était pour toute la conférence que tu avais fait Mmh. et c'est gentil. Merci Jean-Luc. Merci. Hein. Alors, il y a Shanaï Saï, je ne sais pas si je dis bien, hein, Shanaï Si. Je suis désolée si je prononce mal votre nom. Alors elle pose la question: «Christian, faites-vous toujours des thèmes?» Et oui! Et oui, il suffit de me contacter sur mon blog, Eh ben, elle te le dit que car j'ai essayé désespérément de vous contacter, mais pas de suite. Comment faire? Alors, Shana ici, pardon encore si je prononce mal votre nom, dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous, il y a, tout, le blog, le site, la page Facebook et vous pourriez, contacter là à partir de ces sites. alors moi aussi, une fois qu'on est sur mon site, il suffit d'aller dans la messagerie, puis d'écrire un message et il m'est transmis directement. Il y a Mmh. beaucoup de gens qui m'ont contacté par cet intermédiaire, par mon blog. Et notamment moi. Ouais, bah oui. J'ai contacté là, hein. Après, par Facebook aussi, si vous êtes amis sur Facebook, c'est aussi possible, hein, par Messenger, là. Voilà. Très bonne idée le Messenger si, vous avez Facebook. OK, puis on a d'autres questions, donc c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion que Oyasin 2 qui nous dit: «Salut, ce que j'adore, c'est jardin, bricolage. Je dors plus la nuit tellement il y a des idées.
Non, les formations ne m'intéressent pas. Je ne veux pas gagner de l'argent, juste m'occuper de la nature, créer avec du recyclage, c'est un choix. Juste à me battre pour survivre. J'ai décidé comme ça. L'argent, je m'en fous royalement. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bah, si c'est, comme je dis, il faut tout pour faire un monde, hein. Et si, Bien sûr. ce monsieur, je me rappelle peu de son nom, Yacine, ça? Ouais. Oui, Si Yacine. s'il trouve son plaisir et sa joie à faire ça, c'est bien, il faut le faire. Mhm. C'est ça qui est en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut rien rejeter. L'argent, c'est un moyen pour, réaliser les choses de but, ces choses de vie. Mais c'est vrai qu'en fait, en réalité, on pourrait vivre sans argent si on vit dans un décor avec du recyclage et tout ça, c'est possible. Moi, je l'ai fait pendant des années de ma vie aussi, où j'avais pratiquement rien, où, je fabriquais tous mes meubles avec des trucs que j'allais retrouver au recyclage et tout ça. Il y a énormément d'abord, quand on va dans les décharges, dans les trucs où on met tous les produits là, il y a tellement de choses qui pourraient être recyclées que c'est même aberrant des fois de voir. Et pourquoi pas vivre de ça? Pourquoi pas vivre? Et puis, enfin, même si c'est simplement pour soi, même si c'est pas pour gagner de l'argent, dans la mesure où il y a du plaisir à le faire, il faut le faire. Mm. Il n'y a Eh bien, pas, c'est une... il y a rien de mal, voilà. OK. Et on va prendre une dernière question. Et encore une fois de Shana ici, qui demande est la cinquième dimension. Comment voyez-vous ce passage? Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, on est dans un. Alors, le principe des dimensions, c'est que, bon, il y a plusieurs dimensions, hein, 144 et même plus. Voilà, quand on arrive dans les domaines de la cinquième dimension, on arrive déjà dans la fréquence du logos, hein, du logos solaire. Après, quatrième et troisième. Donc, il faut savoir que la troisième dimension, c'est une dimension bon, dans laquelle on est descendu pour expérimenter. Il y a troisième dimensions. Il y a la troisième dimension unifiée, dans laquelle on a vécu pendant pas mal de temps. Et c'est la troisième dimension unifiée, c'est la dimension dans laquelle vivent tous les élémentaires. Les fées, les nains, les elfes, enfin tous ces êtres fantastiques qu'on voit dans les trucs de féerie, ils vivent dans ce domaine. On les appelle, c'est ce qu'on appelle les anges du Seigneur. Ils ont toujours existé, ils ont toujours vécu là. C'est leur domaine d'expérience. Nous, il fut un temps où l'humanité vibrait dans la même dimension que ces êtres-là. C'est pour ça que dans les histoires mythologiques, on rencontre des gens qui rencontrent des fées, qui rencontraient des dragons, qui rencontraient des elfes, etc. Parce que c'était quelque chose, on cohabitait, on peut dire. Et puis à un moment, l'humanité est descendue dans une strate vibratoire d'intériorisation du mental, d'individualisation du mental. Donc on est descendu dans un monde où on a commencé à développer un ego puis un mental individuel, et on a commencé à se couper de ce monde, et on a commencé même à maltraiter le petit peuple, à l'utiliser, à ne pas le respecter, à ne pas respecter la nature déjà dans un premier temps, etc. Donc le petit peuple a fait une espèce de barrière énergétique qui fait que eux ils vivent dans leur monde et nous on vit dans notre monde. Donc nous on vit dans un monde 3D dissocié. Hein. C'est-à-dire qu'on est coupé en deux dans la dualité entre le bien, le mal, tati, parce que la vibration est relativement basse. Et notre travail, c'est dans la 3D dissociée, de retrouver l'unité dans la 3D. Parce que quand on a retrouvé l'unité dans la troisième dimension unifiée, c'est-à-dire qu'on est en accord, on a réintégré en nous l'essence même du monde invisible, hein, communication avec les anges, avec les dévas, les fées, voilà, on est en osmose avec, même si on ne les voit pas. On est en osmose avec, on respecte toute la nature, on respecte tous les humains, on respecte tous les règnes. On est en 3D unifié. Et dès qu'on est en 3D unifié, vous voyez, le 3D, c'est comme si on montait dans un ascenseur. Dès l'instant qu'on est dans l'ascenseur de l'unité, on peut monter 3D, 4D, 5D, 8e D, 9e D. Par contre, tant qu'on est dans la 3D dissociée, on n'est pas monté dans l'ascenseur. Donc pour nous, on est dans la 3D, on est déjà passé le SAS ou la 4D, ça fait très longtemps. La quatrième dimension est une dimension dans laquelle on ne peut pas vivre. C'est un SAS intermédiaire. Et la cinquième dimension, c'est la dimension dans laquelle vit notre soi solaire, notre double de lumière vit dans la cinquième dimension. Et dès l'instant qu'on est dans la 3D unifiée, qu'on s'est réunifié corps, âme et esprit par le principe de l'alchimie dont j'ai parlé, et notre soi qui est dans la 5D, on fait un avec lui. Donc je suis dans la 3D, mais je suis dans toutes les dimensions en même temps. C'est pas les dimensions sont intégrées les unes dans les autres comme des cercles concentriques.
Donc en fait, on peut accéder après à tous les plans dimensionnels selon la formation qu'on a besoin. Mais comme nous, on est dans la 3D, on nous a envoyés dans ce monde pour que dans la 3D, on vive l'unité dans la troisième dimension. Et notre travail actuellement, avec la nouvelle conscience, c'est de nous connecter, par exemple, à la cinquième dimension, de recevoir des informations des êtres qui sont dans les mondes d'unité, hein, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. On reçoit des infos qui nous, qui nous, qui descendent en nous par le biais de la couronne, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Hein, on reçoit une douche de lumière qui va nous apporter des infos. Et le tout, c'est que ces informations qu'on reçoit des mondes unifiés, il faut les mettre en pratique dans la vie quotidienne. C'est pour ça que c'est très important, parce que l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'unité, de la fraternité. La fraternité universelle cosmique nous envoie des informations pour qu'on vive la fraternité sur Terre. Et actuellement, vis-à-vis des plans galactiques, l'humanité telle qu'elle se trouve actuellement, on est vraiment des petits retardataires, c'est-à-dire qu'on n'est pas une civilisation très très avancée, même si on a une avancée technologique, parce que là, les êtres de lumière, ils classent les civilisations avancées ou non selon, selon l'état d'unité qui se passe entre les êtres. Donc quand ils arrivent dans une civilisation qui est en paix, où tous les gens vivent en harmonie les uns avec les autres, c'est une civilisation avancée. Tandis que nous, ce n'est pas encore le cas. Par contre, on est actuellement dans une période où c'est la période qu'on dit de la moisson. Donc, il y a toutes les âmes qui sont sur la Terre et il y a des âmes qui actuellement, toutes les âmes peuvent choisir d'accéder à la 3D unifiée et à la 5D. Donc, on peut dire, c'est comme s'il y avait un vaisseau spatial qui est au-dessus de nous, puis qui disent, bon les gars, vous venez, mais tout le monde viendront, monteront dans le tout le monde est invité, mais ne montrons dedans que ceux qui acceptent de se libérer des vieux schémas de concurrence, de violence qu'il y a sur la Terre, parce qu'on ne peut pas monter dans un monde unifié avec, avec des paradigmes et des schémas de pensée qui sont les nôtres actuellement, la dualité, le conflit, la violence, etc. etc. Parce qu'on créerait, la même distorsion dans les autres mondes. Donc on est obligé de passer la douche, hein. C'est pour ça qu'on dit, bon, on peut pas entrer dans le monde 5D avec nos idées humaines, la concurrence, le profit, le mensonge, toutes ces choses. Donc on est obligé de retrouver ça. Et c'est notre travail. Et quand on est dans cette 3D unifiée, qu'on se sent en unité avec tout, hein, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, par exemple, le fait d'être reconnaissant, par exemple, par rapport au gars qui nous loue la maison, le gars qui construit la route, voilà, tout ça, tous ces gens qui font que la vie est quand même assez agréable sur Terre. Hein. Quand on est des gens d'unité avec ça, on n'a plus de dualité. On aime aussi bien le gendarme que le gilet jaune, que l'autre. On est dans cette unité. Hein, et à partir de là, automatiquement, notre double de cinquième dimension qui, lui, vibre au niveau du système solaire, il est là où on est. Donc on est déjà réintégré dans notre double. Donc on est là sans être là. C'est ce qu'il dit. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On est déjà en train de vivre. Actuellement, on est en train d'anticiper l'humanité telle qu'elle sera dans quelques décennies. Et nous, on est les pionniers. On dit, les gars, au boulot, c'est nous qui faisons le boulot. On est les cantonniers du Seigneur. On dit, bah voilà, il faut nettoyer les épluchures du passé. C'est pour ça que c'est très important de lâcher prise de toutes les croyances du passé, de tous les systèmes religieux, castes et tout enfermantes, pour atteindre cette liberté, parce que l'ère du Verseau, c'est l'ère de la liberté, être libre d'être ce qu'on est et de pouvoir partager avec les autres librement. Donc de jamais enfermer les autres. Comme disait Jésus, vous êtes mes amis. Voilà, c'est vraiment l'ère du Verseau, c'est vraiment ça, c'est l'amitié au-delà des religions, des croyances, des statuts sociaux, le pauvre qui peut être avec le riche, le noir avec le blanc, voilà. Et quand on ressent ça intérieurement, c'est sûr qu'après alors même si des fois on a l'impression que c'est le contraire, hein, parce que quand on voit certaines choses qui se passent encore sur la Terre, on se dit: «Oh là là, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont encore, dans des états vibratoires si dualistes, si violents?» C'est parce qu'il y a des réactions et les réactions, c'est parce qu'il y a des peurs. Quand l'ego domine, on est toujours dans la peur. Donc pour terminer, je dirais, on ne peut pas être dans la peur et aimer Dieu.
Quand on aime, on a confiance. Quand on aime un être humain, on a totalement confiance en lui. Quand on aime un maître spirituel, on a totalement confiance en lui. Quand on aime un homme ou une femme, on a confiance en lui. Si on n'a pas totalement confiance dans l'être qu'on aime, on est dans la peur. Et c'est pareil pour Dieu. Donc si on aime Dieu, on ne peut pas avoir peur. On a confiance en lui. Qui est nous? Parce que nous sommes lui sous cette forme. Voilà un petit peu ce que je pourrais répondre. Très, très beau. Eh bien, merci beaucoup, hein, Christian Duval, c'est magnifique. Et tu sais, tout le monde, je pense, ils étaient, je pense, très enchantés, que ce soit de te réécouter ou te découvrir. Hein. Yacine qui demande que vois-tu astrologiquement les mois qui viennent en France? Est-ce que Alors, tu peux nous dire quelque je vais surprendre beaucoup de gens parce qu'il y a des gens qui me demandent au niveau astrologique de faire des prévisions comme ça, de regarder des trucs. Moi, ça fait des années maintenant, depuis que je fais de l'astrologie. Moi, je fais l'astrologie, je fais le tarot, je fais plein de trucs. Et je m'en sers plus du tout parce que j'essaie de ressentir les choses plutôt que de les prévoir. Parce que quand on les prévoit, même un astrologue qui fait des prédictions, il est toujours basé sur un processus de dualité, parce qu'il crée quelque chose qui, ça ne va pas exactement se passer comme ça. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que cette année et pendant 7 ans, Uranus rentre dans le taureau. Hein. Uranus est une planète qui provoque le chaos et le catharsis révélateur. C'est-à-dire Uranus, quand il arrive quelque part, tout explose, il change tout pour apporter le nouveau. Et on peut dire que moi je dirais que sans regarder mois par mois, dans les 7 années qui viennent, on va subir des grandes transformations au niveau notamment des systèmes bancaires, de l'agriculture, de la nourriture, tout ce qui est taureau. Donc les gens qui sont nés sous le signe de taureau vont aussi vivre des choses, des grosses transformations, hein, dans leur structure, parce que là, le taureau, on est obligé de se restructurer c'est le contact avec la terre-mère, avec la terre. Hein, le taureau, c'est vraiment ça. Donc, tout ce qui concerne la nourriture et tout. Donc, on va être obligé de se remettre en question sur plein de choses. Uranus va nous balayer tout ce qui n'est plus bon pour nous et il va nous amener à reconstruire autrement. Hein. Uranus, il agit un peu comme un tsunami. Hein. Voilà, il détruit tout ce qui ne tient pas debout et puis il dit, bon les gars, maintenant, vous pouvez reconstruire, je vous ai apporté de nouveaux matériaux. C'est un peu ça, mais je ne suis pas au niveau des mois, par exemple, au niveau politique et tout, je ne regarde pas trop, même si je sais, par exemple, qu'en France, le président Macron, il est né sous le signe du Sagittaire, avec un ascendant Capricorne, et qu'il a eu cette année une aide de Sagittaire toute l'année, malgré tout ce qu'il a vécu. Il est dans une relation de pouvoir, parce qu'il a énormément d'énergie avec Jupiter, qui lui est donné. Et après, après, ce qu'il va vivre quand Jupiter va rentrer dans le Capricorne l'année prochaine, moi, je ne m'amuse pas à prévoir ça parce qu'en fait, c'est aussi. Dès l'instant qu'on fait une prédiction, on porte une influence. Alors moi, je dis, il y a un astrologue, d'abord, ne prédit jamais, il prévoit. On peut dire qu'il prévoit un climat. Il dit, tiens, il va y avoir un climat de révolution un peu, voilà. Hein, nous, là, on va dans une révolution agricole, une révolution monétaire. Voilà, c'est tout. Mais l'important, vous voyez, des fois, il y a des portes qui s'ouvrent, hein, des portes temporelles. Il y a des astrologues qui vous disent, ah là, il y a une porte qui s'ouvre. Le 5 avril, aujourd'hui, normalement, avec la Lune, il y a un truc particulier qui se passe. Mais pour moi, c'est pas plus particulier des autres, parce que je dis, en fait, quand on est dans cette énergie-là, on sent ça change tout le temps. Il y a sans arrêt des mouvements toute la journée, des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment. Il y a des anges partout. Il y en a un qui ouvre la porte, l'autre qui la ferme et tout. Donc le tout, c'est d'être bien connecté dans sa conscience, ici et maintenant, en connexion avec son maître intérieur. C'est ça, la seule chose qui compte. Parce que le destin de chacun est complètement différent. On a tous des choses différentes à faire, même si dans l'essence, on est tous là pour participer à ce monde. Et quand l'univers il a besoin de nous pour faire quelque chose quelque part, il sait nous y emmener. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Sur ce, est-ce que Christian, tu veux conclure? Oui, je peux conclure en disant quoi? Voilà.
L'astrologie, par exemple, hein, avec donc, et vous verrez si vous avez l'occasion de vous procurer mon ouvrage, n'est-ce pas? Vous verrez dedans, il y a plein de détails des méthodes pratiques aussi pour permettre de mieux comprendre tout ça. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que même si vous avez un signe astro, l'important dans votre vie, c'est de vivre les qualités de votre signe solaire et de votre ascendant. Quand vous vivez les qualités de l'archétype de votre signe solaire et de votre signe ascendant, vous avez déjà réalisé une unité. Donc c'est l'important. Alors souvent, parce que dans un signe, on peut avoir les défauts, hein, il y a les défauts du signe et puis les vertus. Donc on ne peut pas toujours. La perfection, c'est pas d'être toujours dans les qualités. En disant, par exemple, je suis Verseau, j'ai que les qualités du Verseau. Non, j'ai aussi les distorsions. C'est à moi de savoir les gérer parce qu'il y a des moments. Par exemple, le Verseau, c'est quelqu'un qui, à un moment, quand on le gonfle un peu, il peut s'énerver puis envoyer promener tout le monde. Hein, mais des fois, c'est nécessaire. Après, voilà, ça fait partie. Un bélier, ça va être impulsif. Il va partir en claquant la porte. Mais, c'est pas pour, mais ça va être un défaut. Voilà, pour terminer, je dirais, un défaut, c'est un excès de qualité qui n'est pas canalisé. Voilà, c'est un peu ça. Donc le tout, c'est d'arriver, pour vivre dans cette unité déjà, que vous aimez votre corps, parce qu'il est le temple du divin, aimez l'essence de votre signe solaire qui passe à travers, et si votre signe solaire, il arrive à rayonner à travers votre corps, parce que vous êtes le témoin vivant de vos deux archétypes, eh ben, il n'y a rien d'autre à faire, après il n'y a plus qu'à laisser faire. Il n'y a que ça à faire en fait. En fait, c'est tellement simple que c'est compliqué à expliquer. Voilà ce que je pourrais dire pour terminer, simplifiez-vous la vie, surtout ne vous prenez pas la tête à vouloir, même à notre époque, à vouloir apprendre plein de choses. Tout ce qu'on apprend, ça ne nous sert qu'à une seule chose, à nous reconnecter à notre source, à notre divin. Une fois qu'on est reconnecté, après, bon, on peut lire des choses à droite à gauche, mais c'est pas en glanant plein des informations partout et en faisant des amalgames qu'on s'en sort. Moi, je l'ai fait, donc je peux vous dire, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est qu'au bout d'un moment, on a tellement de connaissances et de savoir que On sait rien finalement. ça nous sert à rien. Et ça nous sert à quoi de savoir? Moi, moi, par exemple, bon, voilà, les choses qui se passent dans les civilisations intragalactiques et tout, moi, j'ai pas nécessairement accès à ça. Et je me dis, bah, si j'ai pas accès, c'est que j'en ai pas besoin. Après, ça me servira à quoi de savoir qu'il y a des civilisations qui font la guerre à un endroit ou d'autres qui conquièrent telle place du cosmos, qu'il y a des éruptions solaires des éruptions sur Jupiter et tout. Moi, moi, je suis ici dans cette vie sur Terre et c'est là que je dois vivre ma vie. Et que quand j'aurai vécu ma vie ici, bah, j'aurai peut-être une vie sur Jupiter ou sur le Soleil, autre part, ou là, ça sera un autre. L'important, c'est de concentrer la pensée là où on est, parce que là où on est, c'est là où est Dieu. Le centre, l'univers n'a pas de centre, il a autant de centres qu'il y a d'êtres humains. Moi, je suis le centre de l'univers, le mien, et puis tous les autres qui sont autour. Et chacun est le centre de l'univers. Et c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, c'est le principe de l'hologramme, en fait. Moi, dans ma conscience individuelle, dans ma conscience collective, intérieure, quand si je suis dans cette osmose avec mon soi, je contiens tous les êtres humains en moi, toutes les âmes. L'âme d'Olésia, l'âme de Christophe, l'âme de tout le monde, l'âme de Yacine, l'âme de tout le monde. Et chacun aussi, parce que c'est le principe de l'hologramme. Donc dès l'instant que je fais une chose, ou que j'émets quelque chose qui va avoir sa résonance dans l'univers, c'est tout l'univers qui en bénéficie. Donc je me dis, oh là, je suis responsable. À chaque fois que je suis de mauvaise humeur, j'envoie cette information à tout l'univers. Donc c'est pour ça qu'après, il y a une certaine vigilance. Oh là là. Et ça, c'est difficile. Au début, c'est difficile à comprendre. À un moment, quand on arrive à cette unité, on dit, ah, mais bon sang, mais je suis responsable de tout l'univers, moi. Eh oui, si tu as une mauvaise pensée, eh ben, ça va se nourrir à égrégore. Donc ça nous permet d'être humble à la fois, hein, en disant voilà, et savoir que ce qu'on a besoin de savoir, on le sait, au moment précis, on a besoin de le savoir. Et Exact. il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Moi, quand je disais une fois à quelqu'un, je disais un Esquimau, il ne reçoit jamais, les hommes qui vivent sur la banquise, là-bas, les Esquimaux, ils ne reçoivent jamais des informations, savoir comment créer des maillots de bain, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Hein. C'est ça. Je termine. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, et puis merci Olésia de m'avoir invité, parce que ça me fait toujours plaisir de partager avec toi, et puis avec tous ceux qui sont dans
dans ta dynamique. Merci à tous. Eh ben, merci à toi. Alors voilà, si vous avez à contacter Christian, n'hésitez pas. Vous allez en dessous dans le descriptif, il y a tous ces liens que vous pouvez aller contacter n'importe quand. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à notre site christolesia.com pour recevoir des invitations, bien sûr, par mail à toutes sortes de conférences, autant de nous-mêmes, de moi et de Christophe, si vous ne me connaissez pas. Et bien sûr, je vous remercie tous. Et je te remercie, Christian. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir accepté. Et je vous avoue, quand je l'ai contacté, j'ai croisé les doigts. Je dis, j'espère qu'il va accepter de venir sur notre chaîne et partager sa passion. Et il a accepté, bien sûr, et je suis très heureuse. Merci. Merci Moi beaucoup. aussi, ça m'a fait énormément plaisir de te rencontrer, de te connaître. C'est une bénédiction. Alors, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. À très, très bientôt. On vous aime. On fait des gros bisous et des gros câlins. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. À bientôt. À bientôt.